Une phrase qui revient tout le temps. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. J'assumais pas. C'est sûrement l'un des plus grands philosophes de notre époque, à la fois professeur, écrivain et conférencier. Charles Pépin est mon invité cette semaine. Je sais me réchauffer à la flamme des bonheurs passés. L'échec qu'on rencontre après avoir tenté, il est finalement beaucoup plus facile à accepter que l'échec qu'on rencontre souvent quand on ne tente rien. Est-ce que t'as déjà pris un risque que t'as regretté ? Quand la vie nous appelle, il faut y aller. Dans cet épisode, on parle de notre passé. À quel point a-t-il un impact dans nos vies aujourd'hui ? Et peut-on vraiment s'en libérer ? On est heureux en avançant. On est heureux en construisant son avenir, en ressaisissant tout son passé. Il suffit pas de vouloir se libérer de son passé pour y arriver. Bonheur, moment présent, méditation, j'ai profité d'avoir la présence d'un philosophe pour le questionner sur le fondement et la pertinence de ses concepts. Nous habitons le temps, pas l'instant présent. L'enjeu, c'est quoi ? C'est l'avenir. C'est de préserver l'humain sur Terre. Et pendant ce temps, on nous dit, concentrez-vous sur le présent, inspirez, expirez. C'est gros comme une maison que c'est une diversion. C'est quoi ton processus d'écriture ? De galérer. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter In Power chaque semaine et ça me touche beaucoup. J'aimerais prendre quelques instants pour remercier celles et ceux qui ont pris le temps d'appuyer sur le bouton s'abonner. Je sais, ça ne change pas grand chose en soi pour vous, mais pour nous, ça fait toute la différence. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Charles Pépin. Bonjour Charles. Bonjour. Bienvenue sur In Power. Ah oui, j'ai un bon souvenir ce premier épisode. Écoute, tu fais partie des... J'ai reçu peu de personnes plusieurs fois, mais bon, ça fait quand même 5 ans et demi, et je me dis, quand il y a des personnes vraiment intéressantes, j'ai envie de leur proposer de revenir. Ah mince, alors je savais pas que j'étais un cas particulier, une exception. Bah tant mieux. Mais tant mieux, je vais essayer d'être à la hauteur. Voilà, de donc pas bon. te décevoir, de pas me répéter. Bah je suis sûre que non. Même un des buts de ma vie, de pas trop me répéter. Et je trouve ça parfois dur dans les livres, enfin même quand tu abordes d'autres sujets. Ouais. Tu vois, de pas forcément revenir sur ce que tu sais déjà et ce que tu as déjà dit, enfin surtout toi qui écris beaucoup. Est-ce que consciemment c'est un effort de ta part ? Ah oui, parce que je suis moi-même déçu par des auteurs qui répètent le même livre tout le temps. Ouais. En littérature, ça peut être beau parce que tu as un thème obsessionnel qui fait que tu écris tout le temps un peu le même livre comme Modiano. Et ça, c'est beau, mais c'est parce que tu tournes autour que c'est de la création. En revanche, quand tu fais des livres un peu pédagogiques, quand tu fais des livres de spiritualité, de sagesse, je trouve ça un peu dommage de se répéter. Et puis, plus généralement, dans la vie, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a assez de pas de côté pour que même si c'est un peu de la répétition, tu aies de la joie ou de la créativité. C'est toute la différence, finalement, entre répéter vraiment à l'identique et répéter avec une attention où tu te rends compte qu'en fait, tu ne te répètes pas. C'est qui le premier auteur qui t'a marqué ? Stephen King. Ok. Ouais. T'avais quel âge ? Je dirais 12-13 ans. Ok. Alors, avant, il y avait quand même L'appel de la forêt, je crois. Jack London. Ah, c'était dingue ce livre, avec la fin sublime. Ah, je crois que j'ai pleuré, j'ai relu 1000 fois. Je crois que je l'ai peut-être relu autant que L'étranger de Camus, L'appel de la forêt, avec cette scène à la fin où le chien, je crois qu'il s'appelle Buck, il est libéré par de sa déchirure entre l'appel sauvage de ses frères loups et son amitié, on pourrait dire, avec l'homme, parce que l'homme est massacré par des Indiens, dans mon souvenir. Du coup, il est mort, donc il va rejoindre les loups. Qui vient juste de vous spoiler le livre. Alors, ça, c'est vrai. C'est ma spécialité. Mes enfants, mes élèves me disent « Mais c'est pas possible, ce mec !» Et tu sais que quand j'ai fait de la radio sur France Inter, les invités, ils sont fous. Je recevais Justine Triet la veille de la sortie de son livre, La Palme d'Or, ce chef-d'œuvre. Elle me disait « Mais arrêtez, il dit, raconte tout !» En fait, je n'arrive pas à ne pas spoiler, c'est une maladie. Et ma fille est née, dès que je commence à raconter, elle dit « Arrête !» Arrête-toi tout de suite. Je n'ai pas envie de savoir. Bon, après, là, je pense que L'appel de la forêt, a priori, c'est quand même, tu vois, assez... Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Assez connu. Mais mes élèves m'ont toujours dit, mais vous êtes marrant parce que vous nous avez tout raconté, mais on a quand même envie d'aller l'acheter. Ok, c'est une bonne nouvelle, ça. T'es un bon storyteller. Bon, du coup, on comprend que t'es professeur. Avant de continuer cette conversation, parce qu'on pourrait entrer les deux pieds dedans, est-ce que pour peut-être les personnes qui n'ont pas encore écouté le premier épisode avec toi, tu pourrais te représenter de la façon dont tu le souhaites ? Alors, je m'appelle Charles Pépin. Un nom qui, à mon avis, a été insignifiant au sens lacanien. C'est-à-dire, j'ai toujours aimé chercher les problèmes philosophiques et montrer un peu, m'arrêter sur ce qui frotte et ce qu'il faudrait déplier. Je suis philosophe et romancier. J'ai commencé par des romans, à vrai dire. Et maintenant, ça fait très longtemps que j'écris surtout de la philosophie. Un peu de bande dessinée aussi avec Jules. Et ce que j'aime, c'est assumer une philosophie qui soit existentielle, qui soit assez pratique, tout en ne cédant pas sur l'exigence des distinctions conceptuelles. Voilà, j'essaye de faire des livres sérieux qui se défendent philosophiquement,
mais qui sont quand même très lisibles. Et pour cela, je mets dedans des récits, un peu de récits biographiques, des anecdotes, la référence à des chanteurs, des sportifs, à la littérature aussi. Et je milite à tout point de vue pour le décloisonnement. Voilà, j'aime pas l'idée des chapelles, des sectes. Donc dans mon dernier livre, La vivre avec son passé, je propose qu'on décloisonne, qu'on arrête d'opposer la psychanalyse, les thérapies brèves, mais aussi la littérature, la sagesse, la spiritualité, le développement personnel, la philosophie. Ces barrières ne m'intéressent pas et j'aime être un peu tout terrain, voilà. En philosophie, il y a plusieurs, on va dire, courants, je sais pas si on pourrait dire idéologiques, mais en tout cas, voilà, plusieurs écoles. Est-ce que tu as toujours été de la même école? Non. Et si oui ou non, comment est-ce que ça a évolué? Alors, très bonne question. J'ai d'abord été clairement hegelien, parce que mon prof de philo de lycée, Bernard Clerté, qui maintenant est mort, était un très bel hegelien, donc Hegel, philosophe allemand, qui nous dit qu'en gros, il faut objectiver sa valeur subjective dans l'action, dans les relations humaines, dans la société, ne pas se contenter de sentir à l'intérieur de toi une valeur, mais chercher à l'exprimer, l'extérioriser. Donc c'est pour ça que ça m'a lancé dans une vie quand même de quête d'objectivité, donc de reconnaissance avec des écoles, des diplômes, des livres publiés, la quête de reconnaissance assumée, parce que c'est très hegelien. Après, ça m'a beaucoup lassé. Hegelien, sartrien, c'est un peu le même mouvement. Tu vas vers l'objectivation. Et j'étais plus nietzschéen, j'aimais plus des choses ambiguës, paradoxales. Ensuite, j'ai été très bergsonien, une philosophie de la personnalité, une philosophie du devenir, une philosophie de la mémoire aussi, on arrive à ce livre. Et ensuite, j'ai découvert Clément Rosset. J'adore ce philosophe, Clément Rosset, philosophe de la joie paradoxale. La vraie joie pour lui est une joie contrariée. On est, nous, les humains, joyeux, alors que, là, au jour où on se parle, on vit un drame en Israël, enfin dans le monde entier, en fait. Donc, ça n'empêche pas notre joie de nous rencontrer, mais c'est une joie contrariée, une joie menacée, une joie paradoxale. Ce que dit très bien Clément Rosset. Donc voilà, de toute façon, en philosophie comme ailleurs, j'aime pas les chapelles. Je m'identifie pas à un groupe. On n'est pas dans la team Hegel ou la team Bergson. Ouais. Mais en revanche, dans une série d'identifications successives qui fait que tu te sens hegelien et puis finalement pas à ta place. Tu te sens nietzschéen et puis finalement pas à ta place. Tu te sens Bergson. Et puis finalement, c'est grâce à tous ces petits ratages dans l'identification, tous ces petits décalages que tu trouves ta voix et ton ton. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est créer un genre qui ne soit au fond qu'à moi, où il y a autant de sciences humaines que de littérature, de sport, de tout ce que tu veux, et trouver une écriture qui dise ça, quoi. Est-ce que tu aimerais que dans des dizaines d'années, les gens se revendiquent du courant Pépin? Non, ça ne m'excite pas particulièrement. J'ai eu ce délire beaucoup avec des élèves qui disaient « Ouais, on est pépinien, pépiniste », mais c'était un peu une blague. Non, je passe pas mon ego là du tout. Je le mets ailleurs, hein, je te rassure, mais non, ça ne m'excite pas. Il faut dire aussi que je ne me sens pas très philosophe au sens de la création de concepts. Tu vois, j'ai plutôt l'impression d'être écrivain, en fait, de chercher à faire des livres un peu singuliers, mais je n'ai pas une grande ambition de création de concepts. Gilles Deleuze disait que la philosophie, c'est la création de concepts. Moi, j'ai bien conscience de ne pas trop en créer. J'ai parfois essayé, et j'ai même galéré. D'ailleurs, dans mon livre sur la confiance, j'ai essayé de trouver un concept qui dise à la fois le relâchement et l'insistance volontaire, et je ne l'ai pas trouvé. Je suis assez mauvais en création de concepts. Donc ce serait justice que personne ne se réclame du pépinisme. L'avenir nous le dira. Mais on est là pour parler du passé. Donc ce que je me demandais déjà, c'est toi, quel est ton rapport avec ton passé? C'est une bonne question. Et figure-toi que ça fait un mois que le livre est sorti, j'en ai beaucoup parlé, et qu'on m'a jamais posé cette question si simple et si claire. Et d'ailleurs, est-ce que je me la suis posée moi-même si frontalement? Ouais, c'est intéressant. Écoute, deux choses m'apparaissent. La première chose, c'est que je sais me réchauffer à la flamme des bonheurs passés. Je sais le faire. Et d'ailleurs, j'en parle souvent autour de moi, à des proches, dont je vois qu'ils ne le font pas. C'est-à-dire que je suis capable de rester de longues minutes plongé dans un bon souvenir sans aucune once de nostalgie. Donc j'ai ce truc-là, dont je parle dans le livre, hein, qui est que le bonheur passé soit présent dans la mémoire, en fait, dans la mémoire vivante, dans la mémoire vive. Et donc, par exemple, sur des scènes, j'ai eu un moment dans ma jeunesse de clubbing, de noctambule,
Je me souviens de scènes au Rex, par exemple, à la fin du Palace, ou même dans des rêves partis à la campagne. Et c'est vrai que quand j'y repense, j'ai aucune nostalgie de vieux con qui disait c'était il y a 30 ans. Ça revient. Les sensations, les images, ou même par rapport à de la sensualité, ou même de la sexualité. Il m'arrive souvent d'avoir des méditations érotiques comme ça, où je plonge dans une scène vécue il y a très longtemps, et ça revient, je suis dedans. Donc je pense que j'ai un rapport heureux au bonheur passé, plus qu'un rapport nostalgique. Et ensuite, j'ai aussi un rapport à une mémoire douloureuse, enfin comme tout le monde. Hein. Mais disons que j'ai eu mon lot de difficultés qui m'ont lancé dans l'aventure de la thérapie, de la psychanalyse, mais aussi d'autres formes de thérapie. Et donc, je suis beaucoup dans un rapport de questionnement critique du passé. Et aussi, depuis mon livre « Les vertus de l'échec », j'ai beaucoup travaillé cette idée que ce qui a été douloureux dans le passé est quand même un combustible, une énergie, quelque chose dont on peut faire quelque chose. Autrement dit, comment le passé t'a transformé, même si c'est par des épisodes douloureux, sous quelles conditions tu peux le transformer à nouveau. Donc c'est sûr que aussi depuis que j'ai une vingtaine d'années, donc depuis très jeune en fait, en vérité j'ai fait une dépression une seule fois, mais une vraie dépression, je dirais vers 25 ans, qui a duré pas longtemps, quelques mois. Mais c'est vrai que de ce jour-là, je me suis mis à chercher dans mon passé des choses, quoi. Et donc à avoir ce rapport de curiosité critique à l'égard de mon passé. Est-ce que tu sais si elle était due à des facteurs, cette dépression ? Ah oui, elle était déclenchée par une conjoncture que j'ai pas envie de décrire là, mais en revanche, elle était profondément liée à une manière de vivre en fuyant le passé, une manière d'accélérer en fuyant le passé, une manière d'accélérer dans la suractivité, même la joie de vivre, hein, mais en ne revenant pas sur des épisodes passés, évidemment. Et donc ils sont revenus, ce que je décris dans mon livre, voilà, ils sont revenus sous forme d'un retour de refoulé, d'un effet rebond implacable, et des choses que je n'avais pas voulu entendre, que je n'avais pas voulu voir, que j'avais niées, mais qui étaient constitutives de mon histoire, de mon chemin, me sont revenus en pleine face et m'ont mis au lit, arrêté, bloqué, quoi, sur le mode, maintenant, tu vas aller le chercher. C'est très banal, hein, c'est vraiment une dépression sur deux est causée par ça. Et voilà, ça n'a pas duré longtemps, mais quand même, je sais ce que c'est. Et comment tu remontes la pente ? Alors moi, la libération, elle est venue de la première séance de psychanalyse. Alors là, si on pouvait tous avoir cette chance. Ouais, alors c'était le début de la libération. Après, il y a eu un peu de médicaments, puis ça a pris 2 mois. Puis franchement, au bout de 3 mois, tout allait bien. Et c'est il y a longtemps quand même. Je parle d'une chose qui a 25 ans. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai connu cette première séance, assez magique, que pas mal d'analysants décrivent quand ça leur est arrivé, et qui est intéressant à mettre en débat aujourd'hui, que la psychanalyse classique freudo-lacanienne est très attaquée. Et d'ailleurs parfois à juste titre. Mais moi, j'ai vécu ça avec mon psychanalyste, où j'arrive comme ça, hyper mal, je m'allonge direct, je parle, il se lève, il arrive vers moi, je le vois d'en dessous comme ça, avec des yeux un peu derrière ses lunettes, il se penche avec ses yeux vers moi et il me dit un truc que je ne dirai pas, qui est simple, je pourrais presque le dire, mais non, c'est pas intéressant, parce que ça va pas résonner. Tout le monde va se dire mais why not, pourquoi, so what, donc c'est pas intéressant, et puis j'aime bien le garder pour moi, mais c'est pas grave, on comprend l'idée. Et il m'a dit un truc tellement bien, tellement précis, tellement simple, tellement ce qu'il fallait que j'entende, que je m'étais jamais autorisé à entendre, que ça a d'un coup fluidifié cette angoisse que j'avais à couper au couteau. Ça l'a d'un coup apaisé, comme un liquide apaisant, comme une eau chaude, comme l'effet de la chimie presque. Et je me suis dit, mais ouais, c'est dingue en fait. Évidemment. Donc c'est vrai que quand on a connu ça, et qu'on entend les critiques de la psychanalyse, on se dit attention. Et puis après, j'y suis resté très longtemps sur le divan, mais à vrai dire, moins pour des raisons thérapeutiques que pour des raisons de sagesse de vie. Parce que moi, je suis un agité, je suis un suractif. Et puis, j'ai une joie de vivre qui se manifeste dans l'accélération. Et je savais que la nature allait revenir au galop, quoi, le naturel. Et donc, j'ai adoré ce rythme de vie où 1 fois par semaine, ou parfois 2 fois par semaine, je m'arrête dans la course, dans la hâte, et j'entends ce qui se passe. Et je laisse résonner cette vie qui s'accélère. Et donc, j'ai adoré cette manière de vivre qui a été la psychanalyse. J'ai été très, très longtemps sur le divan.
Aujourd'hui, c'est terminé, parce qu'il y a un moment, je me suis quand même dit, c'est un peu comme le métier de prof de philo que j'ai fait au lycée plus de 20 ans. Il y a un jour quand même, et c'est marrant parce que ça renvoie à ta première question, où je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas plus de confort que de réinvention ? Est-ce qu'il n'y a pas plus de confort que de créativité ? Et c'est vrai que j'ai chevillé au corps le désir d'une vie créative, un peu trop d'ailleurs, je pense. Et donc voilà, à un moment, je me suis dit, je peux raconter l'anecdote, elle est drôle. Je ne sais pas si mon psy va un jour l'entendre, il va tomber de sa chaise. C'est que ça fait longtemps que je me disais, il ne faut pas mal le prendre. Il faut le prendre avec le sourire ironique que j'avais aussi sur mon vélo. Ça fait longtemps que je me disais, est-ce qu'un jour je vais arrêter ? Parce que vraiment, ça faisait des années. Et puis j'étais sur mon vélo avec mes oreillettes et j'entendais les infos. Vous allez me dire, attention, il ne faut pas écouter en vélo, passons. Et là, j'entends que Federer dit, il y a un moment, il faut arrêter. Et j'adore ça, mais il y a un moment où il faut arrêter. Et Federer annonce l'arrêt de sa carrière. Et bien, je me suis dit, moi aussi, je suis descendu de mon vélo et j'ai dit à mon analyste, j'arrête. C'est terminé. Donc voilà, c'est Federer qui m'a aidé à quitter le divan lacanien. C'est marrant parce que dans ce que tu nous partages, j'ai l'impression que tu opposes confort et créativité. Et je me demande si c'est vraiment le cas. Tu vois, ces adages, il faut sortir de sa zone de confort. Ouais. Je le prends vachement avec des pincettes. Je sais pas, est-ce que pour être épanoui, il faut vraiment sans cesse repousser les limites de sa zone de confort ? J'ai pas dit ça. Oui, non, mais c'est une question philosophique. Et d'ailleurs, j'ai assisté à une conférence de Mike Horn au Grand Rex, où il a dit quelque chose de très simple et très beau et qui lui ressemble, lui, aventurier, mais qui m'a parlé, je pense qu'il nous a tous parlé. Il dit, mais on ne sort pas de sa zone de confort, on l'élargit. Ce qui veut dire qu'au fond, l'audace créative que j'évoquais, c'est pas tellement de sortir de sa zone de confort en faisant violence pour se mettre en risque, c'est plutôt d'être à l'aise là où on pourrait ne pas l'être. Et c'est aussi ce que je travaille dans mon livre sur la confiance. C'est que la confiance, c'est d'être en confiance là où il y a de la menace, là où il y a un risque d'échec. Donc, quand tu sors de ta zone de confort, paradoxalement, tu es quand même en confiance. Et donc, tu n'es pas tellement sorti de ta zone de confort. Et par ailleurs, là où je te rejoins aussi, c'est qu'évidemment, il y a une dialectique du confort et de la créativité. La créativité, elle est conditionnée par un certain degré de confort, évidemment. Comme la sortie de la répétition est conditionnée par un certain degré de répétition. Et donc, d'ailleurs, c'est aussi l'expérience du divan. Je répète la séance pour avoir des affects ou des idées nouvelles. C'est aussi un entraînement sportif. On répète un geste pour à un moment oser un geste nouveau. Donc, évidemment que le confort est nécessaire pour oser quelque chose de créatif. Mais attention, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il y a un risque d'enfermement dans le confort. Il y a un risque d'un moment préférer le confort au reste. Et ça, c'est dangereux. Et je l'ai beaucoup vu avec mes élèves qui sont jeunes, 16 ans, 17 ans, c'est qu'il y a un moment quand cette question se pose, est-ce que le confort, c'est plus important que tout ? Ou est-ce que je vais sortir dans le dehors du monde, me risquer au regard des autres, me risquer à faire des œuvres d'art, me risquer à l'amour ? Et là, je crois qu'on peut dire que quand la vie nous appelle, il faut y aller. C'est-à-dire que quand il y a un débat, il faut sortir. Il faut risquer. Parfois, il n'y a pas de débat. On est trop mal, on est trop fatigué, on a trop besoin de repli. Et dans ce cas-là, il faut l'accepter. Et donc, le confort, quand c'est un besoin primaire, quand on a besoin de se retrouver loin du regard des autres, de l'altérité, du risque de la vie, je veux dire, quand il n'y a pas d'appel de la vie, quand il n'y a pas de débat, il faut y aller à fond. C'est comme quand on craque, qu'on fait un régime, et qu'on craque, il faut y aller à fond, il faut se faire plaisir. Mais en revanche, quand il y a débat, quand je dis alors, je tiens mon régime ou pas, ou alors je sors, je vais voir ces gens que je ne connais pas, qui m'ont invité à un truc ou pas, je pense qu'il faut y aller. Donc je me méfie quand même du confort quand il est trop grand. Et j'avais vu une définition chez un écrivain français, j'ai oublié lequel, un peu snob, mais quand même que j'aime bien, qui disait « le confort, c'est la passion du beauf ». Et j'aime bien cette idée. C'est que quand tu vises le confort plus que tout, tu perds une exigence dans la vie, et c'est ce que cet écrivain... J'ai un trou de mémoire. Je trouvais ça assez bien vu, un peu méprisant, mais c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être tout le temps politiquement correct. Assez bien vu quand même. Et c'est ce que j'ai toujours dit à mes élèves. Je dis jeunes parce que quand on est prof, on se prend un an de plus chaque année, ils ont toujours le même âge en face. Et donc je me suis quand même vu passer de 25 à 45 ans chaque année avec mes élèves qui avaient toujours 16 ans. Et je leur disais souvent quand même,
de se méfier de ça. Et c'est vrai que il vaut mieux sortir se risquer dans le dehors du monde, je trouve. Est-ce que tu as déjà pris un risque que tu as regretté ? Oui, bien sûr. Bien sûr, dans plein de champs. Tu vois, c'est ça qui est dur, je trouve, avec se dire que quand il y a un doute, faut y aller. Parce que derrière, quand tu regrettes, c'est facile de se flageller. De se dire, mais pourquoi j'ai fait ça ? J'aurais pas dû, j'hésitais. Ouais. Il y a une illusion qu'il faut démasquer, qui va nous aider dans cet échange. C'est que quand on est dans cet état, on dit, mais en fait, je l'avais senti que ça allait pas bien se passer, j'aurais dû écouter mon intuition. Comme si notre intuition était infaillible et qu'elle nous aidait à ne pas prendre un risque inconsidéré. En fait, c'est complètement faux. C'est une illusion rétrospective, comme le montre très bien Albert Moukébert, que tu connais, je crois, qui est un docteur en neurosciences qui démontre les biais cognitifs. Et en fait, c'est juste que cette fois-là, on se souvient qu'on a eu cette intuition et qu'on oublie toutes les autres fois où on a eu une pareille intuition qui s'est avérée complètement erronée. Donc je pense qu'il faut prendre ce risque. Et tu dis, c'est douloureux de dire « mince, j'aurais pas dû le prendre ». Oui, mais la vie fait mal un peu, c'est normal. Et simplement, cette douleur, elle est concomitante d'une forme de fierté quand même à l'avoir tenté, je trouve. Et donc je pense qu'il faut accepter le mélange des deux. Il y a les deux, quoi. C'est jamais simplement ce que tu dis, c'est jamais simplement le regret culpabilisant. C'est aussi la joie rétroactive d'y être allé. Et puis il faut aussi quand même rappeler que l'échec qu'on rencontre après avoir tenté, il est finalement beaucoup plus facile à accepter que l'échec qu'on rencontre souvent quand on ne tente rien. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait prendre. Et c'est contre-intuitif. Parce qu'on se dit, non, si j'ai tenté... Je prends un exemple. Au lycée, donc, il y a des élèves qui vont essayer de passer le concours de Sciences Po parce que leurs parents sont obsédés par Sciences Po. Il y a une mode. Tout le monde veut faire Sciences Po. Je crois que tu as fait Sciences Po d'ailleurs. Tout le monde veut faire Sciences Po, surtout à Paris, Sciences Po Paris, bref. Et donc, il y a des élèves, ils vont le tenter parce que leurs parents veulent absolument qu'ils le tentent. Mais du coup, ils ne mettent pas tout de leur côté. Ils ne travaillent pas beaucoup. Ils ne sont pas vraiment motivés. Ils n'ont pas vraiment envie. Et ils vont se planter. Et puis, il y en a qui ont vraiment envie de faire Sciences Po Paris, en l'occurrence, parce que c'est pendant l'année de terminale qu'on passe ce concours, avant le bac, à la différence des autres IEP de province. Et donc, ils vont bosser comme des fous. C'est leur rêve, c'est leur désir, c'est leur idéal. Et ils vont se planter. Alors, on se dit, c'est pire pour eux. Mais pas du tout. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Enfin, tout le monde le voit. Pas du tout. C'est dur pour eux, mais c'est plus intéressant. Parce que c'est la vraie vie. Ils ont eu un rêve, ils ont eu un idéal, ils se sont battus et ils se prennent le mur du réel et ils vont rebondir. Le plus souvent, c'est beau, c'est dur, mais c'est la vraie vie. Celui qui n'a rien tenté et qui se prend un échec, il doit l'assumer socialement, dans le regard des autres. Il s'est planté à Sciences Po, mais il n'a rien tenté. C'est la double peine. Il a l'échec social et l'échec de ce qu'il a essayé de passer, et il a aussi l'échec de son audace. Et donc voilà, c'est quelque chose que je disais dans les vertus de l'échec, et c'est que l'échec post-audace est finalement beaucoup plus facile à digérer que l'échec sans audace. C'est hyper intéressant, je le garderai en tête quand je m'en voudrais d'avoir essayé. Il y a une autre illusion dont j'aimerais discuter avec toi, et ça rejoint ce que tu nous disais sur le fait que tu parviennes à apprécier le bonheur passé. Oui. C'est que ça vient, je trouve, challenger l'idée bien trop présente à mes yeux du moment présent. Ah bah oui. Qui est une forme d'injonction dont tu parles aussi dans le livre, que je trouve finalement assez culpabilisante et assez fausse, en tout cas de ma petite réflexion sur le sujet, parce que j'écris un livre sur l'illusion du bonheur et les dangers du développement personnel. Mais c'est pas celui-là. C'est pas Miroir. Non, c'est pas Miroir. Miroir, c'était le premier, c'était sur les injonctions faites aux femmes. Ouais, mais du coup, ce livre, il est sorti ? Non, pas encore. Ah, tu es en train de l'écrire ? Ouais, je suis en train de l'écrire. Moi, je parle toujours de ce que j'ai pas encore fait. C'est très intéressant. Ouais. Il va s'appeler comment ? Eh ben, je pensais l'illusion du bonheur. Et en discutant avec mon éditrice, elle m'a dit c'est trop abstrait. Oui, et puis c'est un titre qui existe de plein de façons. Oui. Non, je pense que si tu veux te centrer sur l'injonction à être heureux au présent, il faut que tu tacles plus frontalement ta cible, quoi. Okay. Et d'ailleurs, c'est marrant comme échange, je savais pas que tu étais sur ce projet, mais moi, je voulais positionner mon livre. Enfin, à un moment, j'ai eu cette idée précisément contre Eckhart Tolle, contre le pouvoir du moment présent. Parce que,
En fait, ce livre, je sais pas, tu l'as lu? Ouais, je n'ai pas terminé. Impossible. Impossible de terminer. Je ne comprends pas, quoi. Les gens m'en parlent avec des étoiles dans les yeux. Ouais. Ils viennent me voir à la fin de la conférence, ils me donnent ça comme la Bible. Le truc est lu, d'ailleurs, presque autant que la Bible. Il y a la Bible, il y a l'autobiographie de Steve Jobs, et il y a ça, quoi. Dans les livres... les best-sellers internationaux. Ouais, mais vraiment. Et puis il y a des accords, les 4 accords... Toltec. Voilà, mais... Tu l'as terminé? Celui-là, je ne l'ai même pas commencé, mais je crois que c'est bien, non? Je ne l'ai pas terminé. Ouais. Donc je vais essayer. Mais donc, le pouvoir du moment présent, je l'ai essayé 2 fois. Alors après, je me suis dit, est-ce que c'est mal traduit? Est-ce que je rate un truc? Je ne l'ai pas lu en anglais. Bon, c'est vrai, je devrais peut-être essayer. Et j'ai trouvé ça très, très indigent, très vide et très flippant. Très inquiétant. Et surtout, je me dis, mais il y a quelque chose qui sont intéressantes quand même. Notamment l'idée qu'on a ce pouvoir quand on souffre trop. Et je le dis dans mon livre, Vivre avec son passé, évidemment que j'en parle. Quand le passé est trop douloureux, il y a des méthodes pour rentrer dans une bulle du présent, une méditation du présent. Évidemment que c'est bien. Et même dans des traitements contre le cancer, la méditation de pleine conscience, ça peut être un bienfait. Loin de moi l'idée de le nier. Hein. Donc ça c'est bien dans le livre, et je pense qu'il est un des premiers, c'est peut-être d'où son succès, à voir ce pouvoir qu'on a de n'être que dans le présent. Parfois. Mais c'est tout. C'est pas une sagesse de vie. C'est juste une parenthèse. J'ai presque envie de dire c'est un exercice qui, comme le disait mon prof de philo, casse pas 4 pattes à un canard. C'est juste un exercice presque de respiration. Il n'y a pas à en faire des tonnes. Et ce qu'il y a derrière est très inquiétant. C'est une réduction de la complexité humaine, un réductionnisme de la subjectivité humaine, et surtout, si on est un peu honnête, aujourd'hui, l'enjeu c'est quoi? C'est l'avenir. L'enjeu, c'est de préserver l'humain sur Terre, qui ne disparaisse pas dans 80 ans dans des algorithmes. C'est qu'on ne fasse pas sauter la planète, que la vie demain reste possible, qu'on ne détruise pas tout le vivant, qu'on n'épuise pas toutes les ressources de cette magnifique planète. On devrait penser qu'à ça. Je sais pas, c'est évident, non? Et pendant ce temps, on nous dit, concentrez-vous sur le présent, inspirez, expirez, il n'y a plus que le présent. Mais c'est gros comme une maison que c'est une diversion. Moi, j'imagine des archéologues du futur qui vont venir de Mars ou de Pluton ou de je sais pas où, et qui seront des archivistes et qui remarqueront ce qu'on a fait avant de disparaître en tant qu'humain. Au lieu de se sauver et d'avoir conscience de l'avenir, on aura médité dans la pleine présence, on aura essayé de se détendre, de se relaxer et de dire il n'y a que du présent. Mais quelle immense bêtise! Et j'irai même plus loin. C'est que qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse si on veut sauver l'avenir? Il faut qu'on regarde le passé. Parce qu'on n'est pas la première civilisation à mourir. On n'est pas le premier monde à disparaître. Donc il faut qu'on se tourne vers le passé. C'est le geste auquel j'invite dans mon livre, au plan individuel comme au plan collectif, et qu'on dise, mais en fait, comment sont mortes les civilisations hier? Comment sont morts les mondes d'hier? Il y en a plein. L'Empire romain, les Incas, comment ils sont morts? Et il y a un livre génial là-dessus, Effondrement, de Jared Diamond, qui repère 6 critères, je crois. Invariants. On trouve tout le temps 6 critères. Eh ben, on ferait mieux de s'intéresser à ça. Et on pourrait sauver l'avenir. Parmi les 6 critères, il y a l'aveuglement de l'élite au pouvoir. L'élite, c'est un peu nous, hein. L'élite intellectuelle, politique, économique. Et donc, est-ce que cette élite qui fait de la méditation pour se détendre, elle n'est pas dans l'aveuglement? Et est-ce qu'on ne comprend pas ça en se regardant vers le passé, quoi? En se retournant vers le passé, pardon. Donc voilà. Et ce qui a déclenché mon travail, c'est un peu une exaspération par rapport à cette focalisation sur le moment présent. Mais attention, très important, j'adore le présent. Mais le présent épaissi par le passé. Quand on sert un verre de Savigny-les-Beaunes, de Marange, moi j'aime bien le Bourgogne, on est au présent en train de le boire. C'est très bon au présent. Mais c'est le passé qui est là. L'expérience, la comparaison avec d'autres vins, le passé de la terre, du sol, de ceux qui ont fait le vin, c'est l'histoire de France, mais aussi d'Italie. On voyage, quoi. Et donc, je ne suis pas en train de dire le passé n'est pas intéressant, mais simplement, comme le disait très bien Bergson, il n'y a pas de perception qui ne soit imprégnée de souvenirs. Et même dans la sensualité, même dans la gastronomie, mais même la façon d'apprécier un paysage, on croit que c'est du pur présent. Pas du tout. Ça se joue toujours, notre perception du présent se joue sur le lit des perceptions passées.
Et alors, depuis que le livre est sorti, je reçois des messages un peu agressifs de gens qui me disent « Ouais, vous parlez avec mépris de ce livre qui m'a sauvé. » Alors, excusez-moi, je ne veux pas être méprisant, mais expliquez-moi, quoi. Il faut peut-être que je tente une 3e fois. Et moi, j'ai tellement souffert que je suis un peu fatigué. Est-ce qu'ils t'ont expliqué, ceux qui adorent ce livre, pourquoi? C'est une bonne question. Non. Je leur dis, mais expliquez-moi, ils m'expliquent rien. Alors, soit c'est moi qui suis complètement à la ramasse, soit... ou alors c'est un gourou, mais en plus, ce qui est dingue, c'est qu'il est absolument non charismatique. Il y a plein de gens charismatiques. Lui, quand il parle, on a envie de partir. Donc, c'est quand même bizarre, quoi. Il y a son TED, là, qui fait le tour du monde. Je sais pas, allez voir. Ouais, j'ai pas vu son TED. Faites-vous votre avis, votre opinion. D'où sort cet homme? Pourquoi il parle avec si peu de désir, si peu d'envie, avec un truc tellement fermé? Je sens quelque chose, je sais pas, c'est mon intuition pour le coup, une menace sur la subjectivité humaine et une menace sur la complexité humaine. Et moi, j'aime pas ça. Moi, ce que je trouve beau, c'est la complexité. C'est ce que je disais dans mon livre sur la rencontre, que contrairement à ce qu'on croit, c'est pas en se simplifiant, en se réduisant à sa fonction sociale, à ses petits succès, comme le chante très bien Barbara Carlotti dans une très jolie chanson, Le Petit Succès, qu'on va attirer les gens et attirer leur sympathie, leur empathie, même leur désir. C'est en assumant une forme de complexité, je suis à la fois fort et vulnérable, je la ramène, en même temps je suis timide, et c'est ça, tomber le masque, c'est arrêter de se simplifier. Et donc, en fait, ce que je combats, de livre en livre, de conférence en conférence, en tant que prof de philo, dans mon séminaire à Paris le lundi, c'est ça, en fait. C'est la simplification identitaire que l'époque nous oblige à endurer. Vous voyez bien aussi, dans les débats politiques, la crispation. Moi, je suis de gauche, moi, je suis de droite, moi, je suis mélenchoniste, moi, je suis zemmourien. C'est grotesque. Ne soyons pas. Déjà, on est éclatés, on est multiples, on est contradictoires. Et tant mieux. Et donc, c'est le même combat. Quand ça m'énerve qu'on ne puisse pas parler de politique ou de société sans se figer dans des masques identitaires réducteurs, eh ben ça m'exaspère, comme m'exaspère le pouvoir du moment présent de Descartes Tollé, où j'ai envie de dire, mais pourquoi vous lisez ça? Ouvrez des livres qui vous nourrissent, quoi, qui vous ouvrent au clair-obscur en vous, à la complexité. C'est ça qui est beau, c'est ça qui attirera les gens. Les gens tomberont amoureux de vous pour ça, vous ferez des amis pour ça, la littérature parle de ça. Et donc c'est vrai que parfois je suis un peu énervé ou un peu méprisant, parce qu'en fait c'est du gâchis. Et ça, c'est aussi mon métier, quoi, de prof de lycée. Quand on est prof de lycée et qu'on a des élèves toute la journée devant soi, ils ont la vie devant eux, c'est des promesses, quoi. On a envie de les nourrir. Et là, on se dit, on voit ce que c'est que le gâchis. On voit ce que c'est que... On se gâche parce qu'on ne lit pas de bons livres, parce qu'on est sur TikTok toute la journée. On se gâche, quoi. On se ferme. C'est dommage. Et donc c'est pour ça que j'assume de pouvoir sembler un peu méprisant, parce qu'en fait, derrière, c'est une vraie générosité. En fait, oui, j'assume de dire ce livre, c'est de la merde, il te diminue, il te réduit, va vers autre chose. Et ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, on a une époque tellement de nivellement égalitariste, c'est que dès qu'on propose aux gens quelque chose d'exigeant, on nous dit qu'on est arrogant. Alors qu'en fait, c'est de la générosité. Moi, quand je dis à un élève, tu peux lire Clément Rosset, au lieu de relire, attends, je ne vais pas citer de nom, franchement, en fait, c'est juste généreux. C'est pas de l'arrogance. C'est pas du mépris, c'est que j'ai envie de partager, quoi, voilà. En fait, j'ai l'impression que plus on avance dans notre société, plus la facilité prend de la place. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu décris entre les réseaux sociaux versus lire un livre complexe, et que c'est aussi la différence entre des livres complexes et des livres comme celui d'Eckhart Tolle, qui, au final, plutôt que de poser des questions, apportent des réponses. Alors, acceptons tous les deux quand même que peut-être on n'a pas compris ce livre, que peut-être on a raté un truc qui est dedans, un joyau invisible à nos yeux, acceptons. Mais fermons cette parenthèse. Sur la facilité, attention. Paradoxalement, j'aime beaucoup ce qui est facile aussi. Et d'ailleurs, je vous recommande un très bon livre de philosophie d'Olivier Pourriol, qui s'appelle « Facile », où il montre, et il a raison, que le but dans la vie, c'est quand même d'arriver à la facilité, malgré tout. C'est-à-dire que quand c'est facile, c'est parce que ça te correspond. C'est parce que ça te parle. Et d'ailleurs, peut-être toi, dans ce que tu fais, c'est facile. Parce que tu es sur ton axe. Ça te ressemble. Donc, je ne fais pas non plus l'apologie, toute catégorie confondue, d'une exigence qui serait dans la difficulté. Et d'ailleurs, ce que j'ai beaucoup expérimenté comme prof de philo au lycée, c'est qu'il y a un moment, quand on va conseiller un livre difficile
à quelqu'un à qui ça va parler, ça va devenir facile. Donc par exemple, il y a des gens, pour eux, lire Ainsi par les Zarathustra de Nietzsche, c'est facile. Et donc j'aime bien en fait cette notion de facilité. Mais je comprends ce que tu dis. Il ne faut pas chercher tout le temps la facilité, il faut plutôt la voir comme une récompense, comme une conquête. Et c'est ça aussi la pratique de la philosophie, c'est que c'est un peu difficile au début, et à la fin, quand on aime ça, quand ça nous aide à vivre, quand ça intensifie nos émotions, ça devient facile. Et alors, si je reformule, en opposant plutôt que facilité et complexité, théorie et pratique. Tu vois, j'ai quand même l'impression que, enfin, personnellement, et je crois que c'est quand même un peu pareil dans les livres que j'ai lus de toi, tu n'es pas là pour faire un manuel de réponses en prétendant avoir une forme de vérité et d'apporter des réponses toutes faites. Et pourtant, ce sont les livres qui marchent le mieux. Ceux qui prétendent avoir une forme de vérité et qui nous partagent comment agir. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a peut-être plus de mal, et c'est pour ça qu'à mon avis, les livres de développement personnel marchent aussi bien, c'est que face à une forme de crise existentielle, plutôt que de lire du Nietzsche ou du Sartre, et du coup, de se faire son propre avis, on préfère avoir quelqu'un qui nous dit « voilà comment tu vas t'en sortir », et pour en terminer sur Eckhart Tolle, qu'on va après laisser tranquille, en fait, de ce que j'ai observé, et Dieu sait pourtant, j'espère ne pas être manichéenne, j'ai l'impression que dans cette forme de spiritualité dans laquelle je vais mettre la méditation, le moment présent, l'hypnose, il y a certaines personnes réceptives et d'autres pas du tout. Oui. Et il y a une forme, en effet, de dichotomie entre ces deux mondes. Attention, moi je suis pour le décloisonnement. Donc je n'ai pas envie du tout d'opposer une philosophie exigeante à un développement personnel qui serait réducteur. Il y a des livres qui sont à la croisée des deux. Là, je vois un livre de Fabrice Midal. Il avait écrit « Foutez-vous la paix ». Très bon livre. Et d'ailleurs, il est philosophe. Hein. Mais quand même, on est sur un terrain de développement personnel. Et c'est un très bon livre. Où il y a une vraie sagesse de vie. Et je ne suis pas non plus contre donner des conseils parfois. D'ailleurs, mon podcast sur Spotify s'appelle « Une philosophie pratique ». Ce qui est un jeu de mots, parce que philosophie pratique chez Kant, ça veut dire philosophie morale, en fait. Et donc, on l'entend aussi au sens quotidien pratique. Mais je pense que souvent, la philosophie aide à vivre là même où elle ne donne pas de conseils concrets. Parce qu'elle donne une manière de vivre. Donc si vous lisez les épicuriens, c'est une invitation à vivre en épicurien. Si vous lisez les stoïciens, c'est une invitation à vivre en stoïcien. Si vous lisez Sartre, c'est une invitation à vivre en existentialiste. Et donc, c'est vrai que moi, je suis un peu à la frontière. Parce que j'ai toujours lu les grands philosophes en y cherchant des conseils de vie. Ça peut se critiquer. J'avais des amis à la fac de philo qui étaient un peu critiques. Ils disaient, mais non, en fait, il y a aussi une dimension de spéculation théorique pure. C'est ta question sur théorie et pratique. Elle est très belle. D'ailleurs, j'ai aussi adoré la théologie rationnelle, c'est-à-dire que les raisonnements sur les preuves rationnelles de l'existence de Dieu, donc de la pure spéculation théorique où il n'y a pas d'enjeu pratique et d'enjeu existentiel, quoi qu'il y en a toujours. Et au fond, c'est ça que je veux te dire, c'est que pour moi, il y en a toujours. Pour moi, il y a toujours un enjeu existentiel dans la spéculation théorique. Et j'aime ça. Et c'est vrai que du coup, je suis allé vers les philosophes qui proposent ça. Alain, Sartre, Bergson, au XXe siècle, tous les trois d'ailleurs profs de lycée. Et très longtemps. C'est dingue. Hein. En même temps que leur vie de grands philosophes, voire de prix Nobel, ça c'est Camus, mais... prix Goncourt, non, prix Nobel de littérature, Bergson. Et j'adore cette figure de celui qui sait aussi parler aux gens simplement et qui fait le saut ou le grand écart entre la spéculation théorique et ses répercussions existentielles. Après, je pense qu'il y a aussi des très bons livres de développement personnel, ça doit exister. Donc moi, je suis pour ouvrir les yeux, ouvrir son esprit, ouvrir son cœur aussi. Et s'il y a des livres de sagesse... qui sont très bien sentis, pourquoi pas, quoi, je prends. Écoute, j'aimerais bien aborder ce sujet avec toi pour avoir ton avis, vu que là, je termine mon livre, donc si jamais tu as des éclairages, c'est toujours utile. Mais de par la petite réflexion que j'ai eue à ce sujet, par rapport au moment présent et au fait de profiter, tu vois, vu que j'entends quand même que c'est vrai... que c'est quand même, ça peut nous être délétère de toujours être dans le ressassement du passé ou l'angoisse de l'avenir. Donc, sachant que moi, ça, que j'ai tendance à être très tournée vers l'avenir, j'essayais, de par cette injonction, d'être plus dans le présent. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était totalement contre-productif, vu que
surtout si on recherchait le bonheur, qui, à mon avis, est la raison pour laquelle les gens essaient d'être dans le moment présent, en fait, les moments que j'ai de plus grand bonheur, c'est le moment où je ne vois pas le temps passer. Oui. Or, si je ne vois pas le temps passer, c'est que je n'ai pas conscience du temps qui passe. Et c'est aussi que c'est donc que je ne suis pas vraiment dans le moment présent. Ouais, tout à fait. Et donc je me suis dit, finalement, le bonheur n'est tout simplement pas dans le moment présent. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est quand même une question qui nécessiterait de longs développements sur ce que c'est que le bonheur et le moment présent. Mais une chose est sûre, c'est que les gens, ils ont quand même raison d'essayer d'être davantage conscients de leur plaisir, de leur bonheur et de leur joie au présent. Ça, c'est quand même beau. C'est vrai que c'est consternant de ne pas être capable d'apprécier l'instant présent. Tu es en train de parler, tu es en train de contempler, tu es en train de manger, et tu n'en as pas conscience, et tu fuis dans le problème d'attention, tu fuis dans la sollicitation, tu fuis dans les notifications. C'est dommage. Oui. Donc ça, je pense qu'on est tous d'accord que c'est bien de gagner en conscience. Après, j'ai bien entendu ce que tu dis. Et ce que j'entends, c'est que ton bonheur, il est de vivre comme un animal humain qui avance, en fait. Et c'est exactement la thèse de mon livre. En fait, on est heureux en avançant. On est heureux en construisant son avenir. Et on construit son avenir, là, pour le coup, c'est la thèse centrale du livre, en ressaisissant tout son passé. Donc, quand tu dis « je ne mesure pas, enfin, j'ai pas le sentiment du temps qui passe », c'est parce que tu es dans l'action, c'est parce que tu es dans la construction de l'avenir, et parce que tu es toi-même. Donc toi-même, en ressaisissant ton histoire, en ressaisissant ton passé. Et après, la question que ça pose, qui est plus dure, c'est qu'est-ce que le bonheur ? Petit éclairage philosophique, il y a quand même deux grandes conceptions du bonheur, il faut peut-être préciser ça, pour savoir juste de quoi on parle. On va dire qu'il y a un bonheur des sages anciens, qui est une sorte de sérénité durable, d'équilibre, de coïncidence avec soi et avec le monde. C'est souvent comme ça qu'on entend le bonheur. Donc ça veut dire que ce n'est pas un instant, c'est une coïncidence globale avec soi, avec les autres et avec le monde. On va appeler ça le bonheur des anciens. Comme si on nageait dans le bain du bonheur. Et puis, les modernes, en fait, très nombreux, Nietzsche, Sartre, Hegel, se sont opposés à ça pour dire, mais non, le bonheur, c'est d'aller de l'avant. C'est pas de nager dans le bain de la sérénité, c'est de se jeter à l'eau en quête de projets, d'avenir, de désirs. C'est ça qui rend heureux. Dans ce cas-là, le premier bonheur des anciens, c'est un état, et le bonheur des modernes, c'est une quête, c'est un désir, c'est un mouvement. Bah, toi, tu es clairement une moderne sur ce plan. Et ce qu'on peut peut-être dire, c'est que je pense qu'on est des modernes et que notre bonheur est un bonheur moderne de la construction, de la conquête, du mouvement vers l'avant, mais qu'il faut savoir jouir de moments de parenthèse dans cette vie de quête, et que ces moments de parenthèse, on peut les vivre sur le modèle du bonheur des anciens. Et que peut-être le pouvoir du moment présent, c'est ça. Ok, comme une parenthèse dans le texte d'une vie moderne. Donc, Louise, tu es une jeune fille moderne, ce n'est pas surprenant, et donc tu vas de l'avant, mais ça ne devrait pas t'empêcher quand même de gagner en conscience dans certains moments de bonheur présent. Et c'est vrai que dans ce cas-là, le plaisir, le bonheur sont redoublés par la conscience qu'on en a. L'exercice très connu, c'est avec le carré de chocolat. Tous les gens qui l'ont dit, moi je l'ai fait, comme tous les suractifs un peu gloutons, on a envie de se moquer au début. Tu dis, bah, c'est bon, j'ai compris, quoi. On va apprécier un demi-carré et on va le laisser résonner et s'ouvrir à toutes les saveurs au lieu d'enchaîner avec toute la tablette et dans une compulsion. Mais quand tu le fais, c'est vrai que c'est dingue. Quand tu savoures ton demi-carré de chocolat ? C'est pas exactement savourer, ça fait un peu cliché. C'est juste que quand on te guide dans le fait de t'ouvrir aux résonances de ce goût, et notamment aux correspondances entre les sens, tu vois, le goût qui appelle des images, des sons, toute la correspondance un peu rimbaldienne ou baudelairienne, c'est vrai que du coup, c'est même pas un carré, hein, c'est un tiers de carré, ça te fait 15 minutes, et les saveurs résonnent et tout. Et donc ça, je ne le critique pas du tout, parce que c'est un peu ça aussi le pouvoir du moment présent. Je me moque pas de ça, je trouve ça très important. Mais attention, ça n'est pas une sagesse. La vraie sagesse, c'est de construire son avenir avec la conscience de son héritage. La vraie sagesse, c'est qu'on est des animaux humains, nous habitons le temps, pas l'instant présent. Et c'est ça que tu disais. Ce que tu partages laisse sous-entendre quand même l'idée que c'est une question de volonté.
Tu vois, moi j'essaye de profiter du moment présent. J'ai quand même l'impression qu'il y a une histoire de nature qui entre en jeu, et je sais parce que tu l'abordes dans le livre, notamment par rapport au passé, où tu partages le fait que justement le risque avec les adages comme voilà, on peut faire table rase du passé, ou il faut aller de l'avant, etc., ça sous-entend l'idée que juste c'est une décision. Or, finalement, on sait que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il suffit pas de vouloir se libérer de son passé pour y arriver. Ouais. En fait, ça, c'est la critique de la volonté, au fond. C'est vraiment ce que je travaille depuis les 4 derniers livres. Pas uniquement celui-là. Les vertus de l'échec, la confiance en soi, la rencontre, vivre avec son passé. Il y a toujours une méfiance à l'égard de la toute-puissance du vouloir. L'échec nous montre que c'est faux. Quand on veut, on peut, c'est faux. La confiance, c'est de comprendre que même quand je ne veux plus, il peut se passer des choses qui vont dans mon sens. La rencontre, c'est pas une question de volonté. Alors, on peut se mettre un peu en mouvement volontairement, mais c'est la disponibilité à l'imprévu, c'est pas de la volonté. Et là, évidemment, je poursuis ce travail dans ce dernier livre en montrant qu'il y a une illusion moderniste qui est que si je le veux, je vais me débarrasser de mon passé. Que si je le décide, je vais appuyer sur la touche reset et aller de l'avant. Que, voilà, c'est la phrase exaspérante attribuée faussement à Voltaire, il n'a jamais dit ça. Hein. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Bah, très bien, si vous pensez que c'est si simple, appliquez-le. En fait, c'est contre-productif. Il faut accueillir ce qui est. C'est là. Mon passé, il est là. Il est en moi, à travers mes perceptions, mes goûts, mon corps, évidemment, mes symptômes, mon génome, mais aussi, évidemment, mes regrets, mes remords, ma culpabilité, ça c'est plus classique, mais aussi mes schémas de pensée implicite, l'idée que je me fais des hommes, des femmes, de l'amour, de l'amitié, du travail. Tout ça, c'est la présence de mon passé. Alors, je pourrais m'en débarrasser comme ça, comme on jette du lest. Et les études en psychologie montrent qu'il y aura un effet rebond quasiment automatique. Ça ne veut pas dire que, parfois, il ne soit pas salutaire, dans certains moments de sa vie, d'avancer sans se retourner sur son passé. Tant de femmes violées ont raconté qu'elles ont avancé comme ça, qu'elles ont réussi à construire leur vie, à tomber amoureuses, à fonder une famille, à redécouvrir le plaisir dans l'évitement du passé traumatique. Il y a plein de témoignages. Mais la plupart disent qu'à un moment, ça revient et qu'il faut s'y confronter. Tant de rescapés des camps, on dit ça, j'en parle dans mon livre. Georges Semprin, dans ce chef-d'œuvre qui est l'écriture et la vie, il dit « Mais quand je suis sorti des camps, j'avais pas le choix. Je devais être amnésique. Autrement, je mourrais. La mémoire était insupportable. » Donc, il parle d'un évitement volontaire, d'un concept bizarre, l'oubli volontaire. Donc, il y a un temps pour tout. Il y a des moments où on peut, et parfois on n'a pas le choix. Mais, il le dit lui aussi, et comme par hasard, il écrit son chef-d'œuvre en revenant sur son passé. Il y a un moment, ce n'est plus possible d'éviter, et même si ça a été c'est ça qui est compliqué, c'est que ça a été salutaire d'éviter le passé, mais c'est pas parce que ça a été salutaire hier que ça l'est aujourd'hui, et surtout que ça le sera demain. Et donc la sagesse que j'évoque depuis le début de notre échange, c'est de se dire qu'il y a un moment, je vais devoir faire avec mon passé. Avec. Et avec, c'est au sens de la construction, du compagnonnage, de l'amitié. Faire avec, c'est pas résigner, bah ouais, je fais avec parce que j'ai pas le choix. Non, c'est je fais avec. Je sais pas si tu t'entends la différence entre faire avec, c'est pas faire contre, et faire avec. C'est une question. C'est comme ça. Ouais, bah c'est comme ça. Ou alors c'est comme ça. Je consens. Je dis oui, même si j'ai eu du mal. Et du coup, j'aime bien cette idée aussi qu'il y a un temps pour tout. Il y a peut-être un temps pour éviter le passé, comme c'est écrit dans la Bible, et puis un temps pour y revenir, un temps pour oublier, un temps pour se souvenir. Ce que j'ai réalisé, en fait, c'est que souvent, quand on essaye d'éviter ou de nier sa souffrance, bah, c'est une forme de souffrance. Oui, c'est ça qui est très documenté par les études, c'est qu'il y a un coût psychique à l'évitement. Autrement dit, même quand l'évitement marche, parce que consciemment, j'y pense pas, parce que je vais de l'avant, que je me jette dans l'aventure du monde, de la rencontre, de la vie, de l'amour, en fait, il y a un coût psychique de l'évitement.
C'est-à-dire que ça me fatigue, que inconsciemment ça me travaille, que je vais avoir des symptômes, des maladies, peut-être plus souvent des rhinites, par exemple, des rhinites allergiques au pollen, qui finalement viendraient de là. Vous voyez, c'est ça le coup psychique. Et bien sûr, on ne le voit pas. Mais souvent, on le comprend après coup. En fait, c'est fatigant de résister à la présence de ce qui est là. Mais le passé, il est là, et c'est ça qu'il faut comprendre. Le passé n'est jamais du passé. Il est dans le présent, sous forme d'émotions, d'inconscient, de refoulé, de goût, de réflexe, d'habitude, de plein de choses. Du coup, toute la question, c'est de savoir, parce que c'est aussi fatigant de se confronter au passé, évidemment. Il faut enquêter, il faut poser des questions, il ne faut pas s'identifier non plus à son passé, il faut demander à croiser des indices, à recouper des indices, chercher des archives, des photos, des vidéos, en même temps pas se laisser définir par tout ça. En fait, c'est un boulot. Hein. C'est pour ça que quand tu disais, oui, les livres de développement personnel, ils proposent des solutions clés en main, et toi, dans ton livre, non, bah oui, c'est vrai. Moi, ce que je propose, c'est un peu compliqué. Et je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas envie. Et encore, je mesure, c'est accessible, mais au moins, ça invite à la réflexion et à s'approprier sa propre conviction. Mais je dis un truc compliqué et je dis un truc fatigant. Je dis, oui, c'est un boulot. Il faut enquêter. Il faut que vous ayez, à l'égard de votre passé, la curiosité insistante d'un enquêteur. Pourquoi ? Parce que les souvenirs ne sont pas clairs, parce qu'il y a des faux souvenirs, et parce qu'on reconstruit sans cesse son passé dans une mémoire vivante. Donc je suis bien conscient, et d'ailleurs les gens me le disent parfois dans les signatures, ils me disent quand même, c'est ce que vous proposez, quelque chose d'un peu fatigant. Bah, c'est vrai, c'est une forme de souci de soi qui va produire, je crois, beaucoup de belles choses, une meilleure connaissance de soi, de ce qui nous plaît, de ce qui nous met en joie, de ce qui nous attriste, parce que tout ça prend son origine dans le passé, mais c'est quand même un travail, quoi. C'est un travail sur soi. Et en plus, ça demande d'enquêter, parce que plein de fois, on se souvient d'un truc, et puis on parle à sa mère, mais en fait, t'étais pas là. Elle dit, mais t'étais pas là, en fait. De quoi tu te souviens ? T'étais pas là. On s'aperçoit qu'on a reconstruit à partir d'échos vagues. Je trouve ça très intéressant d'enquêter sur son passé. Et évidemment, il faut peut-être trouver le bon moment, le temps aussi. Et parfois, la vie nous force à le faire, parce qu'on a mal, on a des symptômes, et on est obligé d'y aller, quoi. Il y a une faculté qui peut nous aider dans tous les cas, c'est la résilience. Ouais. Je me demande, j'en avais parlé dans le podcast avec Boris Cyrulnik, que je vous conseille si vous ne l'avez pas écouté, mais en fait, comment est-ce qu'on peut développer cette résilience ? Parce que j'ai l'impression aussi que pour certains, c'est assez facile, dans le sens où ça leur est plus naturel, alors que pour d'autres, c'est vraiment une forme d'effort douloureux. Comment est-ce que tu nous conseillerais de développer cette faculté ? Alors, je conseillerais surtout d'écouter Boris Cyrulnik sur ce sujet. Je n'ai pas écouté Boris sur ton podcast à toi, mais je l'ai souvent écouté en parler. D'ailleurs, on était ensemble dans un débat il y a 3 jours à Lyon sur ce sujet. Et lui, il montre bien, dans les conditions de la résilience, qu'elles sont nombreuses, et que parmi ce grand nombre de conditions, ce que tu appelles le trait caractère inné, il est très très petit. Okay. La plupart des conditions, elles sont liées à ton histoire et pas à ta nature à la naissance. Notamment, est-ce que tu as été, avant les drames, bien accueilli dans la vie ? Est-ce que du point de vue des théories de l'attachement, des premiers liens sécurisants avec les premières personnes qui t'ont accueilli sur Terre, est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que tu as appris là une force qui nourrira plus tard la résilience ? Est-ce que tu vas trouver, après le drame par rapport auquel tu es résilient, des ressources de narration pour te raconter ce qui t'est arrivé, te le donner dans un récit, dans une pratique artistique ? Est-ce que tu vas rencontrer des tuteurs de résilience qui sont parfois, comme dans le cas de Boris Cyrulnik, il le raconte très bien dans son livre « Sauve-toi, la vie t'appelle », comment parfois une rencontre avec quelqu'un qui est juste bienveillant, ça va tout changer. D'ailleurs, cette personne, souvent, son talent, c'est de ne pas te réduire au drame dont tu es issu. Lui-même, il raconte que c'est son beau-père, pas son beau-père, pardon, le mari de sa tante, Émile, je crois, j'ai oublié son nom, mais il le raconte, c'est qui va le sauver, et il va être recueilli, il va arriver chez sa tante comme un jeune garçon qui a vécu tous les drames qu'on connaît, et lui, il va lui parler comme il va cohabiter comme un jeune garçon dont il faut s'attirer les sympathies, parce qu'on va vivre ensemble. Donc il lui parle de femmes, de rugby, et puis il ne parle pas de la Shoah, il ne parle pas de ses parents qui sont morts. Il ne le réduit pas à son trauma, en fait. Et ça, c'est libérateur. Donc voilà, tous ces conseils, on les trouve chez Boris Cyrulnik. Et je voudrais juste
proposer une question, peut-être. C'est que pour Cyrulnik, souvent, la résilience, c'est un nouveau départ. C'est une capacité qu'on a, après un trauma, après une effraction psychique, de relancer sa vie. Moi, je développe, tout en étant pas thérapeute et pas médecin, et donc tout à fait moins légitime que lui, l'idée qu'il y a une autre forme de résilience possible. Mais je ne dis pas que c'est l'une contre l'autre. Peut-être on pourrait faire une typologie de différents cas où ce n'est pas un nouveau départ. C'est qu'on fait avec. C'est qu'on fait avec. Et donc, on n'est pas comme une plante qui renaît de ses cendres après une effraction psychique. On parvient à faire avec, à avancer avec. Et c'est là que je me réfère, dans mon livre, à des nouvelles formes de psychothérapie qu'on appelle de réconciliation de la mémoire, notamment la thérapie de la cohérence, ou alors d'autres formes plus connues comme le MDR ou la thérapie des schémas. Et d'ailleurs, je lui en ai parlé. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous en pensez de ces nouvelles formes ? Il était très intéressé par ça. Il avait l'air de dire aussi, bon, après, il y a 50 écoles de psychothérapie, et finalement, on fait un peu tous la même chose, c'est-à-dire permettre aux patients, en effet, de vivre avec, de trouver une manière de se raconter son histoire qui soit supportable. Et il m'a semblé qu'il ne serait pas en désaccord avec cette idée que ce n'est pas toujours un nouveau départ, comme si on avait arraché quelque chose d'insupportable pour relancer le mouvement magique de la vie, mais peut-être quelque chose qui, dans certains cas, peut-être pas tout le temps, s'inscrit malgré tout dans un continuum. Et c'est ce continuum que j'essaye de faire résonner avec le titre « Vivre avec son passé ». Et comment est-ce que toi, tu t'es amélioré dans cette capacité à vivre avec ton passé et donc dans cette faculté à être résilient ? Bonne question. Je sais, je pense que j'ai été... Ça semble bien tes questions, on n'avait jamais posé cette question non plus. J'avais été dans l'illusion moderniste, moi, que je décris dans mon livre. Je pensais, d'ailleurs c'est marrant, ça me revient, là, quand j'avais 18 ans, j'étais très anti-psy. Pour moi, c'était de la superstition, hein, j'en ai aucune fierté, même une petite honte rétrospective. Pour moi, parler d'un problème, c'était le faire exister. Et donc, vous voyez, je reviens de loin. Et pour moi, si tu vas en parler, tu ressors plus marqué par ton problème que libéré. À 17 ans, 18 ans, je pensais ça. Et après, j'ai été dans l'illusion moderniste. Moi, j'ai toujours été très, très actif, très suractif. Et même dans la période que j'évoquais tout à l'heure où je vivais la nuit, je travaillais aussi la journée, donc j'enchaînais, J'avais cette idée qu'on peut avancer. En fait, tout le temps avancer. Et je pense que la dépression que j'ai connue à l'âge de 25 ans, elle m'a dit, mais non, en fait, à un moment, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Et entendre ton désir, savoir ton histoire, s'arrêter, Et donc, je pense que, pour te répondre, ce qui m'a fait progresser dans le rapport au passé, c'est précisément de sortir de ce que j'appelle l'illusion moderniste et de comprendre finalement assez tôt, je dirais par la vertu de cette dépression, non pas la dépression elle-même, qui est relativement anecdotique, mais de ce que ça a créé, à savoir des années de psychanalyse, et donc la lecture de Freud, de Lacan, qui est quand même un peu discutable sur plein de points, mais qui est quand même aussi assez génial, eh bien, ça m'a nourri dans cette idée qu'on ne tourne pas la page comme ça. On ne jette pas son passé comme on jette du lest pour s'envoler. On ne prend pas son envol en se détournant de son histoire, de son héritage, de sa famille, parce que tout cela est là, et que c'est avec ça qu'on avance. On avance avec ça, Tu nous disais que tu as essayé différents types de thérapies. Ouais. Quelle thérapie tu as essayé ? Donc la psychanalyse, évidemment, et j'ai essayé le reparentage en thérapie des schémas. Ah oui. Et j'ai essayé aussi la thérapie de la cohérence. Et il faut dire que si je me suis intéressé à ça, c'est pas uniquement en tant que patient, c'est que ma compagne est psy. D'ailleurs, je la remercie dans le livre, Émilie Debeuil, et on a aussi beaucoup travaillé à deux voix. C'est pour ça que le livre est tellement ouvert aux neurosciences et aux nouvelles formes de psychothérapie, parce qu'on a bossé à deux. On fait beaucoup d'interventions, de conférences à deux voix, psychologie et philosophie. Et donc, elle est aussi spécialiste de ça, de la thérapie, de la reconsolidation de la mémoire. Donc, du coup, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis, par ailleurs, en tant que patient, j'ai vécu le reparentage en thérapie des schémas, c'est-à-dire des scènes où on revit des scènes de l'enfance en faisant intervenir quelqu'un du présent, enfin,
Une personne tierce qui dans joue, l'imagination. c'est ça? Oui, ça peut être dans la parole du thérapeute qui fait intervenir dans une scène passée quelqu'un qui va rectifier la scène du passé en parlant et en s'adressant à quelqu'un qui, par exemple, vous a fait du mal ou a été défaillant. Donc ça, j'ai connu et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc c'est une forme d'interventionnisme du passé. Tout à fait. Là, c'est pour ça que j'explique dans le livre, il ne s'agit plus de faire la paix avec un passé qu'on ne peut pas changer, mais un peu de changer certaines choses pour mieux faire la paix avec. Et j'ai aussi fait une ou deux séances de MDR, mais que je n'ai pas pu faire parce que finalement, le MDR, vous savez, on fixe une image douloureuse, mais avec un mouvement oculaire qui suit un stylo, qui est fait pour empêcher le cerveau d'éviter l'image à laquelle il s'agit de s'habituer. Donc le MDR, c'est une méthode stoïcienne. Les stoïciens disaient déjà, si ça te fait peur, soit un drame que tu as vécu dans le passé, soit une angoisse par rapport à l'avenir, il faut que tu la fréquentes, que tu lui donnes des rendez-vous pour t'y habituer et user sa toxicité. Et ça, c'est le MDR. Sauf que moi, j'avais une opération j'avais eu des décollements de rétine, donc je ne pouvais pas faire cet exercice, donc je ne l'ai pas vraiment connu. Et après, c'est tout, c'est déjà pas mal. Hein. Mais ce que ça veut dire, c'est que dans mon chemin, c'est ça aussi qui m'aide à militer pour une approche intégrative des différentes écoles. J'ai connu la psychanalyse la plus classique, freudienne et même lacanienne avec des séances courtes. Et j'ai connu cette école magnifique, parce que la psychanalyse, le divan, ça apprend à diverger, à associer les idées. Ça nourrit beaucoup la créativité. C'est pour ça que j'y suis resté, pas tellement en tant que patient, mais plutôt en tant qu'auteur, écrivain, parce que ça fait faire des liens qu'on n'aurait pas fait, ce qu'on appelle la divergence en créativité. Et donc, c'est très intéressant, parce que souvent, les gens qui ont connu ça, ils sont un peu méprisants à l'égard des thérapies brèves, ou même du comportementalisme. Et moi, pas du tout. Je trouve qu'il faut vraiment s'ouvrir aux deux. D'ailleurs, dans mon émission sur France Inter, je milite pour l'intégration, et je reçois tantôt une psychanalyste comme Cynthia Fleury qui dit qu'elle s'ouvre aux méthodes comportementalistes, tantôt un psychologue québécois comme Pierre Cousineau qui vient de la psychanalyse et qui ne la renie pas et qui fait de la thérapie de la cohérence. Et je pense qu'on a besoin de ce mélange, encore une fois, de ce décloisonnement. Tu partages aussi dans le livre, alors j'avais noté la phrase précise, mais c'est « Bien vieillir est un art qui commence à se pratiquer jeune ». Ah bah oui. Alors, comment bien le pratiquer ? On commence à vieillir très jeune. D'ailleurs, vous avez vu, il y a des vieux cons très jeunes. Ouais. Et être vieux jeune, c'est penser que c'était mieux avant, essentialiser son passé, être déjà nostalgique de sa préadolescence qu'on a complètement réinventée de façon fictionnelle. Et au fond, on commence à vieillir très jeune, même quand ce n'est pas au sens négatif, parce qu'on ne fait qu'accumuler du passé qui grossit, qui enfle. Et donc, la question de bien vivre avec son passé, elle se pose même à 25 ans, en fait. Et donc, comment on fait ? J'aurais envie de dire qu'on est toujours en train de chercher dans son histoire passée, même si on a 20 ans, des indices de ce qui pourrait nous rendre heureux demain. C'est ça, le mouvement, dynamique et fluide. Et si je veux savoir si ça va me plaire, tel métier, tel type de relation, tel type de façon de vivre l'amour. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui tentent le polyamour, par exemple. En fait, ce qui va m'aider, m'aiguiller, c'est ce que mon passé m'a appris, au fond, que je vais pouvoir rectifier. Et en fait, si je suis amnésique, j'ai aucune raison d'être connecté à l'essence des choses abstraites, et de dire, tiens, est-ce que ça va me plaire, ce métier ? Alors que si je me tourne vers mon passé, il fourmille d'indices, d'indicateurs. Tiens, quand j'ai commencé... au collège, au lycée, à étudier la littérature. Ça a ouvert en moi quelque chose. Et à l'inverse, quand je suis allé vers les sciences, j'ai senti que c'était dur. Ou alors, quand j'ai vécu cette tentative de polyamour, j'ai très mal vécu la chose. J'ai fait que souffrir. Mais à l'inverse, quand j'ai été fidèle à mon engagement, même ça a duré qu'un mois, j'ai senti que s'ouvrait quelque chose en moi. En fait, on est tout le temps dans ce mouvement. Et l'erreur, ce serait un déni de l'expérience, en fait. Et l'erreur, c'est de penser qu'on va construire son avenir comme ça, en allant de l'avant, sans tendre l'oreille vers tout ce que son passé nous souffle comme promesse de bonheur. Et d'ailleurs, il y a une jolie expression chez Bergson. Il dit chaque subjectivité, chaque personnalité a une mélodie intérieure continue. Donc malgré les épisodes discontinus,
de nos souvenirs, il y a une mélodie continue. Et c'est ça la personnalité. Et donc voilà, elle commence à émerger jeune, évidemment. Et parfois, moi, je vois arriver des amis dans la rue, des vieux amis d'enfance. Ils ont la même démarche qu'à 14 ans, en fait. Ils ont la même démarche. Ça veut dire qu'il y a un truc qui est là. Ça veut dire que le moi, il existe quand même. Et donc, si je ne me tourne pas vers mon passé, je ne sais pas qui je suis, en fait. Donc, tout simplement, j'ai besoin de cet ensemble quasiment infini d'indices, d'indicateurs. Mais en même temps, avec méfiance, car je sais qu'on reconstruit l'histoire à loisir, que les souvenirs sont en grande partie des fictions, et même, comme l'a montré Elisabeth Loftus, la psy américaine, qu'il y a des faux souvenirs. Donc j'ai intérêt à essayer de croiser les indices, de les recouper, et on revient sur l'enquête de tout à l'heure. Tu abordes aussi la question de l'identité, du moi. Et ça rejoint un peu là ce que tu viens de nous dire, cette amie qui a la même démarche qu'à 14 ans, c'est bien la preuve qu'il y a un moi. Je me demande à quel point on peut être qui on veut être. Et ça reboucle un peu avec notre discussion sur le développement personnel. Tu vois, le but n'est pas, encore une fois, de donner raison à la philosophie ou au développement personnel. Et il y a de la vérité dans les deux. Et tu vois, tu partages aussi au début de ton livre que tu étais un enfant très timide. Ouais. Tu ne l'es plus du tout, j'ai l'impression, aujourd'hui. Ou en tout cas, tu ne le Moi, je pense que je viens d'un fond de timidité en moi. Mais tu vois, tu as du coup volontairement changé. Non, tu n'as pas cherché à... Ok. Donc raconte-nous comment... Je vais te raconter. C'est pas de la volonté. Honnêtement, ça s'est passé. C'est de la rencontre. Je me souviens du basculement. J'ai toujours été timide, mais comme plein de gens, comme plein d'enfants. Donc ça veut dire que si un prof m'interrogeait, je rougissais de façon implacable, et j'avais donc peur de rougir, donc je rougissais. Bienvenue au club. Comme plein de gens, quoi. Je le vivais pas mal, hein, c'était juste comme ça. Bon, c'était une petite caractéristique assez banale. Et je me souviens d'une fois où je fais un exposé, et en fait, le truc vient. J'aime ça. J'aime me mettre en avant, prendre la parole, et vaincre cette timidité en proposant un truc, en donnant quelque chose. Mais je me souviens pas d'un effort volontariste pour y aller. C'était une proposition que la vie m'a donnée, ça s'est passé comme ça. Et je n'aime pas du tout l'idée qu'on va être la personne qu'on veut être, parce que c'est un déni de l'histoire d'un individu. Et donc, quand on voit sur les réseaux sociaux, Instagram, ces sortes de phrases, de baseline, avec un petit point comme ça, une lumière, une ampoule, une énergie, un soleil, tu peux être la personne que tu veux être. Non, c'est non. C'est tellement faux. Pourquoi ? Mais attention, ma réponse sera en 2 temps. Ouais. Après, il y aura de la reconquête. On est en philo. Mais d'abord, il faut quand même expliquer qu'il y a un très fort conditionnement social, qu'on porte son milieu social sur plusieurs générations en soi de façon dingue. Il n'y a qu'à lire Retour à Reims de Didier Ribon, où il raconte qu'il a voulu tourner le dos à la classe sociale de sa famille ouvrière, prolétaire, et que c'est revenu en lui, et que c'est là qu'il écrit son meilleur livre, Retour à Reims. Dans une autre classe sociale, il n'y a qu'à lire Laure Murat, Proust, roman familial, où elle raconte comment la classe sociale, l'aristocratie d'ancien régime, elle est la fille du duc de Luynes, elle a tourné le dos à tout ça, elle leur a dit fuck, elle est lesbienne, elle est dans la cancel culture, elle est partie aux États-Unis, elle est habillée en jean et en basket, et ses parents lui ont jamais repas. Donc elle a tourné le dos. Et ben, quand elle parle comme une aristo. Donc le social est là. Il y a des conditions géographiques qui influencent. Il y a l'inconscient. Et peut-être, du point de vue de la psychogénéalogie, des choses des générations d'avant qui reviennent en soi. C'est pas vraiment démontré scientifiquement, mais il semblerait que ce soit le cas. Il y a tellement de témoignages là-dessus. L'inconscient freudien, c'est quand même tout ce qu'on a refoulé depuis la naissance. Moi, j'y crois beaucoup, ça s'appelle la libido, qui nous travaille. Donc, soit qui tu veux être, non. Maintenant, comment on fait pour conquérir sa vie, du coup ? Pour quand même devenir... pour orienter son existence. Et moi, je pense que la première condition, c'est d'abord de consentir au fait que cette phrase est fausse. La première condition, c'est d'abord de comprendre combien on est agi par des choses plus fortes que nous, qui peuvent s'appeler la classe sociale, qui peuvent s'appeler l'inconscient freudien, ou même la génétique d'ailleurs. Mais une fois qu'on a mesuré cela, on s'aperçoit qu'il reste un espace de liberté. Il est petit, franchement, mais il existe. Eh bien, pour moi, il faut investir le vrai espace
qui est celui-là. Et donc, plus je sais pourquoi ma volonté n'est pas toute puissante, plus je vais pouvoir orienter ma vie dans le sens de ma volonté, on pourrait dire, ou de mon désir. Je préfère le mot désir. Mais si je suis dans le déni, si je suis un mauvais coach sur Instagram qui me dit « vas-y, paye ma formation », alors, elle commence toujours par être 100% gratuite, mais à un moment, elle est payante, et puis tu vas être qui tu veux être, et que je suis dans le déni de mes conditionnements, de mes héritages, de mes influences, de mon inconscient, de l'histoire de la classe sociale ou des classes sociales de mes parents, je vais dans le mur. Je suis dans un déni de ce que je suis. Alors qu'à l'inverse, si j'essaye d'enquêter, de savoir tout ce qui me traverse, tout ce qui me travaille, tout ce dont j'hérite, en fait, cette connaissance de soi, elle crée un espace de liberté. Donc c'est paradoxal, parce que je suis en train de dire que moins on est libre, plus on est libre. En fait, moins on est libre, tout en sachant pourquoi, plus on est libre d'inventer quelque chose à partir de ce savoir. Ça revient à dire, contre Sartre aussi, qu'on n'est pas totalement libre, que le volontarisme excessif est contre-productif, mais ça ne revient pas à renoncer. Ça revient à orienter sa vie dans l'espace qu'il est possible d'investir avec sa liberté. La liberté n'étant pas totale, mais étant conditionnée. Et in fine, je crois en l'horizon bergsonien, c'est d'avoir une vie qui me ressemble, qui exprime ma personnalité. Et je pense que la liberté, c'est ça. C'est pas de s'inventer totalement librement et de devenir qui on veut être dans une crispation volontaire. Mais c'est de vivre, d'aimer, de travailler, de parler, de rencontrer, d'agir, de marcher dans la rue d'une manière qui te ressemble. Eh bien, pour que ça te ressemble, il faut que tu sois fidèle à tous tes héritages, que tu comprennes d'où tu viens, mais aussi que tu aies ressaisi cela dans une aventure personnelle. Ce que Bergson résume en disant il faut faire une récapitulation créatrice de son passé. Mais dans récapitulation créatrice, il y a d'abord récapitulation, et dans récapitulation, il y a renoncement à la toute-puissance du volontaire. Est-ce que toi, tu as déjà consciemment essayé de travailler sur un trait de ta personnalité dont tu voulais te débarrasser, ou au contraire, pour en acquérir un autre ? Oui, j'ai essayé de me débarrasser de petites pointes parano, ouais. Ok. Ouais, parfois, enfin, c'est une pointe assez fréquente, hein, mais parfois tu crois que les choses sont contre toi, alors qu'elles sont juste là et que ça n'est pas contre toi. T'as réussi du coup ? Ouais, je crois, ouais, j'ai bien réussi. J'ai travaillé dessus, ouais. Et aussi, ça c'était l'objet de la psychanalyse, quand même, qui a traité ce symptôme après la dépression, avant que ça devienne une manière de vivre. Il y a eu quand même un côté thérapeutique aussi sur un sentiment de culpabilité excessif. Voilà. Et ça, je l'ai bien réglé. Honnêtement, par rapport au débat, est-ce que la psychanalyse, ça marche ? Dans mon cas, ça a fait disparaître ce symptôme-là. C'est-à-dire que je pouvais être très, très entravé dans ma vie par un sentiment de culpabilité qui pouvait m'empêcher de profiter de la vie. Et honnêtement, ce symptôme s'est évaporé après quelques mois de psychanalyse. J'en ai été libéré. Je me demande en fait du coup à quel point on peut être qui on veut être en fait. Ouais. Tu vois à quel point on pourra aller contre soi, à quel point, parce qu'il y a cet adage aussi selon lequel tout est une question de pratique, ouais. Qu'à force de pratique on muscle son cerveau et donc à ce moment-là, est-ce que si on est quelqu'un d'extrêmement timide, on peut finalement devenir à force de pratique le meilleur orateur ? En tout cas ça, l'histoire montre que oui. Sur la timidité, la plupart des rockstars ou des grands orateurs ont été des timides ou des humoristes. D'ailleurs, c'est intéressant à dire aussi pour celles et ceux qui suivent ce que tu fais, c'est que, vous savez, la star de la cour de récré, de 14 ans, il y a une étude marrante là-dessus, montre qu'elle finira plutôt moyenne. Et que la plupart des gens très charismatiques et des rockstars ont été des ados plutôt inhibés, qui n'étaient pas plutôt le populaire de la cour de récré. C'est marrant, ça veut dire que la vie est un chemin qui a une histoire et qu'on n'est pas épinglé dans une essence. Donc ça veut quand même dire que, évidemment, on peut construire sa vie, sculpter un peu son devenir. Je n'ai pas dit le contraire. Mais ce n'est pas qu'une question de volonté. Oui. C'est ça que je voulais dire. C'est une question de disponibilité aussi. Donc la volonté, c'est une chose, c'est comme un bras armé, c'est bien. Je ne dis pas que c'est pas bien, hein, mais il ne faut pas tout miser dessus. Il faut aussi être disponible à des rencontres et puis aussi entendre son désir. Et le désir, ce n'est pas la volonté. La volonté, c'est insistant. Le désir, c'est en moi et je ne l'ai pas choisi. Et c'est le résultat d'une histoire.
Et le désir, on pourrait dire, c'est, au fond, qui j'ai envie d'être, à qui je veux ressembler, à quoi je voudrais que ma vie ressemble. C'est un peu vague, mais ça dit bien ce que c'est. Et bien ça, la volonté peut être un moyen, mais elle ne détermine pas l'objet de ce désir. Il est ce dont j'hérite, en fait. Il est plutôt le résultat de mon histoire. Je ne l'ai pas choisi, en fait. Si, par exemple, tu te dis, moi, si tu essayes de visualiser la personne que tu as envie de devenir, la personne idéale de laquelle tu voudrais te rapprocher, ou la vie que tu veux avoir, si tu es honnête, tu vas t'apercevoir que tu ne l'as pas choisi. Tu n'as pas choisi. C'est vrai. C'est un conditionnement. C'est le résultat de plein de choses. Dans plein de choses, il y a ton histoire, ton passé, tes parents, ta classe sociale. Et il y a aussi tes rencontres, tes lectures, tes profs, tout ça, tes amis, tes amours. Et le résultat de tout ça, c'est que tu as ce désir qui est, si tu arrives à l'identifier, si tu travailles sur toi, une sorte d'axe duquel tu veux te rapprocher. Mais c'est pas qu'une question de volonté. Ah oui, non, c'est une somme la volonté, mon passé. Elle fait partie de l'aventure. Et ce que j'ai écrit dans les 4 livres, en fait, c'est que l'idée, c'est d'harmoniser l'insistance de la volonté et l'objet de ce désir. Et que si tu veux, dans la fidélité à ce désir qui n'est pas l'objet de ta volonté, alors ça va être facile, justement, on revient à la facilité. Mais en revanche, si tu veux, de façon contre-productive, en n'étant pas fidèle à ce désir que ton histoire a placé en toi et que tu n'as pas choisi, alors tu vas t'épuiser et développer différents symptômes et une sorte de névrose, quoi. Une sorte de... Ouais, non, mais c'est un débat qui, je trouve, est particulièrement réanimé par les réseaux sociaux, où on peut avoir l'illusion qu'on peut choisir, en effet, son destin. Mais c'est paradoxal. Qui, au final, nous dessert, mais attention, en fait, c'est compliqué. C'est quand même un bon message. Donc, je suis partagé. C'est un bon message de dire vous pouvez vous battre, améliorer votre existence. Mais il faut tout de suite ajouter, sans être dans le déni de tout ce qui vous traverse, travaille, vous entrave, vous limite et vous conditionne. Peut-être que la liberté doit payer le prix de la connaissance objective de tout ce qui la limite. Voilà. Il y a un cas, si on prend un cas concret, enfin en tout cas l'exemple que je traverse, là, en ce moment, je me dis j'ai vraiment envie de me détacher du regard des autres. Ouais. Parce que sur certains aspects, j'en suis exempte, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'en étant exposé sur les réseaux, du coup, il y a énormément de commentaires de toutes parts. Et tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir progressé ces 2 dernières années à ce sujet, tu vois. Et je pensais que la pratique... C'est peut-être parce que... Ah, vas-y, fini. Non, mais je pensais que la pratique, donc le fait de me faire allumer à reprises fréquentes sur différents sujets, ferait que je m'endurcis. Il y a une part de vérité, mais ça fait quand même toujours mal parce que, je sais pas, ça doit être dû en effet à mon histoire, mais j'ai pas envie que les gens, en tout cas c'est comme ça que je le vis, me prennent pour quelqu'un que je ne suis pas parce que quelqu'un a dit des choses sur moi qui est littéralement juste une interprétation de sa part. Et j'aimerais pouvoir me dire, cette personne pense ça de moi, ok, ça ne m'appartient pas, mais il y a quand même une partie de moi où je vois tous les commentaires des gens qui du coup me commentent et m'allument, et je me dis, ça me fait de la peine. Tu as aussi beaucoup de gens qui t'aiment, qui t'apprécient. Oui. En fait, tu ne progresses pas parce qu'à mon avis, tu poursuis un objectif inatteignable. Les animaux humains ne peuvent pas être indifférents au regard des autres. Ça n'est juste pas possible. Le stade du miroir, c'est le moment où l'enfant se reconnaît au miroir. Donc, c'est la première seconde de la conscience de soi. Toutes les études montrent ce qui se passe la première fois. Donc l'enfant est présenté au miroir, il ne marche pas, et il se voit, et qu'est-ce qu'il fait ? Il sourit ? Non. Il pleure ? Non. Il faut que tu imagines qu'il n'est pas tout seul. Il se retourne vers ses parents. Il interroge le regard de l'autre, et il dit, en gros avec ses yeux, il ne parle pas, est-ce que c'est moi ? Ce qui veut dire que tu n'en sortiras jamais. En fait, la première seconde de la conscience de soi est médiatisée par le regard de l'autre. Et si tu regardes l'histoire de l'humanité, ce regard de l'autre, il a pris toutes les formes. Dieu, ma conscience morale, tu vois, et l'œil de Caïn était dans la tombe et le regardait. Il a tué Abel, tu vois. C'est sa conscience morale. C'est pas l'œil de son frère, c'est lui, l'œil de ma conscience morale, ou alors l'œil des autres. Avec Sartre, l'enfer, c'est les autres, ça veut dire ça. Je ne pourrais pas vivre hors du regard des autres. C'est ce que tu vis, visiblement. Il faut que tu réalises huis clos.
Et en fait, je crois que le fait de se dire, comme plein de gens, comme chacun, on a envie à un moment, ouais, je m'en fous de ce que pensent les autres, j'ai ma valeur en moi, je pense que c'est une impasse. On ne peut pas, en fait, sortir de l'intersubjectivité. Hegel disait, lui-même, dont Sartre est le descendant, et je te rappelle, j'étais donc hegelien jeune, c'est pour ça que je viens vraiment de l'école opposée à ce que tu vises. En fait, le désir le plus impérieux de tous les désirs humains, plus que le désir d'éternité, c'est le désir de reconnaissance. Maintenant, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut avoir une aide très forte avec Sartre, qui dit, c'est pas parce que j'ai besoin du regard des autres pour savoir ma valeur que je dois prendre ce regard des autres comme disant ma vérité. Autrement dit, je dois accepter que ce regard des autres me définit tout en me caricaturant, tout en me ratant souvent, tout en me réduisant souvent. Mais attention, c'est là que c'est une proposition à te faire, si j'accepte le jeu de l'intersubjectivité humaine, je dois me dire, si quelqu'un ne me comprend pas, me voit mal, me voit comme je ne suis pas, qu'il m'appartient, à l'échelle de ma vie entière et de la totalité des relations d'intersubjectivité que je vais avoir, de rectifier le tir. Autrement dit, si quelqu'un te voit comme c'est un exemple de Sartre, te voit comme un salaud, et que tu as l'impression qu'il se trompe, que tu n'es pas un salaud, eh bien, à toi d'agir dans la vie, de créer des relations d'intersubjectivité, donc toujours l'existentialisme, et à terme, ils vont être très peu nombreux à penser que tu es un salaud si tu ne l'es pas. Et la majorité, parce que c'est la vie de l'action, va se rendre, non pas à ta vérité, mais à une forme d'objectivité. Et donc, il conclut, si à la fin de ta vie, tout le monde dit que tu es un salaud, c'est que tu es un salaud. Du coup, je te renvoie à cette attaque sartrienne. Ceux qui disent du mal de toi et qui te blessent, si c'était 100% des gens à la fin de ta vie, est-ce que tu ne crois pas qu'il y aurait plus de chances qu'ils aient raison que tort? C'est une question un peu polémique. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas être dans l'illusion de l'introspection pure. Moi, j'ai ma valeur en moi, mais il faut accepter que ce regard des autres, il est très flou, très caricatural, très réducteur, et finalement avoir une distance avec lui, mais sans renoncer à lui. C'est-à-dire, le même rapport que je dis dans mon livre avec le passé, c'est pas moi. C'est un élément que je dois ressaisir. Et puis, ne pas s'identifier à ce que les autres disent de toi. Le prendre, en fait, comme un indice, un indicateur. Finalement, bon, d'abord, il y a des purs rageux. Il y a des gens, ils ont la haine. Donc ceux-là, on n'en parle pas. Ouais. On comprend. C'est d'ailleurs pas ceux-là qui nous touchent. Exactement. On comprend que, voilà. Moi, ça m'est arrivé aussi récemment quand je faisais la promo du livre. Il y a un moment, je passais sur Quotidien. Il y a des rageux. On peut rien faire. Bon, ceux-là, c'est comme ça. Ils ont la technologie qui leur permet d'exister. Avant, ils n'existaient pas. Ils devaient faire des crimes. Bon, peut-être c'est mieux comme ça. Hein. Ça, c'est une chose. Mais après, moi, ça m'arrive comme toi. J'ai des gens qui attaquent ce que je fais, mais qui ne sont pas des purs rageux. Ben, je pense que c'est intéressant quand même. Et je pense que c'est intéressant de prendre comme un indice, pas comme une vérité. Qu'est-ce que ça dit de ce qui a été réussi ou raté dans ce que j'ai proposé, dans la relation, dans la réception, et qu'il faut avoir un rapport souple et relâché à cette somme d'indices. Mais attention, ça implique aussi d'avoir un rapport souple et relâché à ceux qui t'aiment et qui te reconnaissent comme ayant une valeur supérieure à la tienne. Ce qui m'arrive aussi, j'ai des gens, j'ai envie de leur dire, attendez, honnêtement, je ne suis pas Hegel, quoi, calmez-vous. Et si ce livre vous a fait tant de bien, c'est parce que vous avez beaucoup projeté sur ce que j'ai écrit et j'y suis pas pour grand-chose. Donc, ne pas s'identifier dans un sens comme dans l'autre, ce qui rejoint aussi tout mon travail, ne pas s'identifier à ses succès, ne pas s'identifier à ses échecs. Voilà, j'ai connu des gros échecs avec des livres. J'avais pas toujours cette sagesse. Parfois, je me suis identifié. J'ai eu un roman qui a vraiment pas marché, un livre, Les philosophes sur le divan, où j'ai pas du tout eu la réception que j'attendais. Et là, j'ai eu tendance à m'identifier à mes échecs parfois. Et je pense qu'il faut dire non, mon échec n'est pas l'échec de mon moi, c'est l'échec d'un livre. Et là, ce livre, c'est vrai que c'est un gros succès. Et j'avais un problème qui va te faire rire.
y a beaucoup d'auteurs, ils partagent les classements de vente quand ils sont en tête des ventes. Et moi, je disais à mon éditeur, je le ferai jamais. Je vais pas faire ça, c'est tellement vulgaire. Mais quand même, il m'a dit, oui, mais bon, il y a beaucoup d'auteurs, il faut que ça se sache quand même. Alors donc, je l'ai fait une fois et j'ai écrit il ne faut s'identifier ni à ses échecs, ni à ses succès, mais quand même, 3 petits points, merci. Donc, je l'ai fait comme ça une fois. Je trouve que la phrase va. Moi, je l'assume, ça me ressemble. Mais au fond, ma conviction, c'est que c'est important, la reconnaissance, l'intersubjectivité, mais que ce regard te renvoie quelque chose qui te plaît, qui aille vers le shoot d'ego, ou quelque chose qui te déplaît, qui aille vers l'agression. Je pense qu'il faut réussir à se dire qu'est-ce que ça dit, à l'interpréter avec une distance souple, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Ouais, un recul critique. Ouais, un recul critique, mais aussi ça n'est pas la vérité sur moi. C'est quelque chose de relativement objectif sur ce que j'ai proposé et sur comment c'est reçu. Mais le moi, c'est autre chose. Peut-être ce moi, il est éternel. Peut-être qu'après ma mort, il vit sous la forme de l'âme, ce qu'on entend chez Proust, par exemple. Peut-être que quand je me retourne sur mon passé et que je m'aperçois que le petit garçon que j'ai été à 6 ans, il est encore là. Il y a un moi. Ce truc-là, il existe peut-être hors de l'intersubjectivité. C'est là où je suis plus simplement hegelien et sartrien. Il existe. Donc, peut-être que de le savoir, ça me fait du bien. Mais, puisqu'on vit dans la société, dans la civilisation, qu'on est des animaux sociaux, il ne faut pas nourrir l'illusion qu'on va être insensible au regard des autres. Je pense que dans ce cas-là, tu mènes un faux combat. Enfin, un combat voué à l'échec. Oui, et c'est d'ailleurs, je pense que de ça que naît le malheur ou la déception, c'est le trop grand écart entre attente et réalité. Donc, si j'attends d'être aimé de tous, je peux attendre longtemps. Donc, un peu de sagesse, encore plus. Toi, en plus, c'est paradoxal. Parce que tu fais un truc, tu te montres, tu interviens sur la question de l'image en plus, de multiples manières. Donc le podcast, je crois aussi ta marque, les défilés. Tu prends des positions. Donc j'ai l'impression que ce que tu veux dire, c'est pas je voudrais être insensible, c'est je voudrais garder ma quête et savoir que ce que je poursuis, cette valeur-là n'est pas dépendante de la relation d'intersubjectivité. Et là, je suis d'accord. Mais en revanche, tu n'arriveras pas à une insensibilité. Et d'ailleurs, je pense que ceux qui disent ça se mentent. Quand ils disent « ça m'atteint pas, je m'en fous », je pense que c'est du déni et qu'en vérité, ça les atteint et qu'il ferait mieux de consentir au fait que ça les atteint et puis de faire avec ça. Parce qu'autrement, il va y avoir un retour de manivelle violent. En fait, c'est difficile, en effet, d'identifier, je trouve, quand ça nous atteint, de savoir si ça doit nous faire changer, parce que, en effet, le point soulevé est pertinent, ou si, au contraire, on doit le dépasser parce que, justement, on se dit, en fait, ce n'est pas aligné avec qui je suis. Parce que, en fait, l'écueil, je trouve qu'il y en a deux dans les deux cas. C'est-à-dire que soit, si on change, le risque, c'est au final d'être personne, parce que tout ce qu'on veut, c'est plaire à l'autre. Et d'un autre côté, si on ne change pas, le risque, c'est d'être très suffisant et dans la certitude, alors que je crois à la vertu du doute et le fait de constamment se réinventer. Mais j'ai peur, en tout cas, dans mon cas, de chercher une forme de perfection où, du coup, en prenant les retours de tout le monde sur mon travail, me dire « Ah, c'est vrai, j'aurais plus dû être comme ça, et au final, être dans une course où, comme tu l'as très bien dit, je ne gagnerais pas, quoi. Non, je pense qu'il y a une dialectique à trouver entre l'intériorité, l'introspection et l'intersubjectivité. Il y a une dialectique à trouver. C'est très probablement très riche, très nourrissant d'alterner les deux. D'avoir des moments où on est très dans les retours, très dans la vie sociale, on interroge beaucoup les retours, et des moments où parfois, il faut quitter la ville, comme écrit Christine Angot, aller à la campagne, sans réseau, et se retrouver et laisser la chose monter. Et comment on digère tout ça. J'ai une anecdote personnelle qui est peut-être intéressante. À un moment, je me suis dit, j'étais blessé par... je trouvais que mes livres n'étaient pas compris, ne rencontraient pas assez de succès. Un peu comme si le regard des autres sur mon travail me déplaisait. Mais ce n'était pas qu'une question de succès, c'était aussi que ce que les gens voyaient en moi, je me disais, c'est pas moi. Et je me suis dit, mais en fait, t'écris pour qui ? Et là, il m'est apparu que, en vérité, quand j'écrivais,
j'écrivais pour un ou deux profs qui m'ont marqué. J'écrivais pour mon surmoi, mais pas pour les gens. Et je me suis dit, mais en fait, te plains pas. Si tu n'écris pas pour les gens, après, il ne faut pas te plaindre que ça ne leur plaise pas. Et je me suis mis à assumer qu'en fait, si je fais un certain type de livre, c'est pas pour plaire à un prof de fac que j'ai eu qui est mort il y a longtemps, ou à mon psy, ou à mon surmoi à moi. C'est pour entrer en relation. Et au fond, à qui je m'adresse, c'était une bonne question que je ne m'étais pas posée. Et donc, dans ce cas, j'en ai fait quelque chose qui m'a permis d'aller plus vers ma voie intérieure, tu vois. Donc, c'est pas nécessairement négatif. Mais est-ce que, du coup, tu as changé ta façon d'écrire? Parce que le fait est que maintenant, tu rencontres un très grand succès. J'ai changé ma façon d'écrire, tout à fait. J'ai changé ma façon d'écrire, et ça fera rire mon éditeur au sourire. Je me suis mis à écrire d'une manière beaucoup plus travaillée, en fait. D'accord. Et oui, parce que ma langue naturelle, plus littéraire et plus élitiste, en gros, elle est naturelle. Et là, la langue que j'ai depuis ces 4 essais, c'est une langue très travaillée. C'est-à-dire que, en fait, on retravaille les paragraphes, les phrases, jusqu'à ce que ce soit limpide. Et que, en fait, ça produise son résultat. C'est un type d'écriture. Et donc, sur une phrase, parfois, il y a 10 versions. Et là, avec Guillaume Allary, donc qui est aussi mon meilleur ami, il me dit, mais en fait, cette phrase, elle est belle, mais t'écris pour qui, là? Si t'écris pour ton pote qui est romancier et prof de philo comme toi, c'est bien. Mais moi, en fait, je peux vous montrer, dans le bureau, on est 5-6. En fait, je pense que 5 personnes sur 6 ne comprennent pas cette phrase. Et après, on la retravaille, et on s'aperçoit qu'on n'a rien perdu en contenu substantiel. Mais on a gagné en accessibilité. Donc c'est un vrai travail d'avoir une langue qui ne soit pas excluante. C'est aussi un art de l'exemple, par exemple. Tu vois, un art de l'exemple. C'est très dur, les exemples. Quand ça ne marche pas, ça casse tout ton raisonnement. Donc ça aussi, c'est un truc de prof de philo. D'ailleurs, les jeunes profs, quand ils sont inspectés en philo, c'est sur les exemples qui pêchent. Et quand tu as beaucoup enseigné la philo, tu vois que c'est l'exemple qui convainc. Et par contre, quand il est mauvais, tout tombe à l'eau. Ça ne passe pas. Donc là aussi, je travaille beaucoup les exemples dans mes livres. Et au début, ils ne marchent pas, je dois en refaire. Donc c'est beaucoup de travail. Par exemple, j'avais pris l'exemple de Barbara sur le pardon. J'avais fait 20 pages, j'ai tout enlevé. Ça ne marchait pas. J'avais pris du Buffet sur la récapitulation créatrice. J'ai enlevé 20 pages. Et donc, après, je rencontre des gens, ils me disent « c'est tellement simple, je comprends tout », comme si c'était facile. Alors qu'en fait, il y a un cheminement d'écriture qui est finalement plus par étapes que si j'écrivais pour mes amis du PUF ou du CNRS, où là, je serais dans ma langue naturelle d'universitaire. Ça va plus vite, hein, ça sort comme ça. Mais après, j'aime bien ce travail aussi, parce que, comme tu l'as dit, je me suis posé la question à qui je m'adresse. Et d'ailleurs, c'est typiquement notre échange. Les retours que j'ai, ils me rendent heureux. J'ai pas l'impression de m'être trahi. Et du coup, ça me touche. Quand les gens me disent « ça m'a aidé à faire ça, à comprendre ça ». Le livre sur la rencontre, par exemple, il est dingue. Il y a plein de gens qui viennent... Ils se sont rencontrés grâce au livre, en fait. Ils viennent me faire signer le livre. On s'est rencontrés grâce au livre. Soit parce que l'un des deux l'a lu, il a changé sa façon de vivre l'imprévu, et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Et donc, de produire des effets existentiels, ça me touche beaucoup. Et donc, j'assume, c'est aussi ta question de tout à l'heure, en fait, j'assume ce que ça me renvoie de mon travail. Au début, je ne l'assumais pas. Par exemple, les gens me disaient ça m'a fait beaucoup de bien, votre livre. C'est une phrase qui revient tout le temps. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. J'assumais pas. En fait, je me disais, mais non, moi, je suis un écrivain, je suis philosophe, je ne suis pas thérapeute, je n'apporte pas de bien-être. Donc, non, je refusais. Mais en fait, quand ça fait 15 ans qu'on vous dit ça tout le temps, il y a un moment, il faut arrêter l'hypocrisie ou la fausse modestie qui est finalement une façon d'être hautain. Il faut accepter le retour, accepter la réalité de l'intersubjectivité. Si les gens me disent ça, à un moment, j'ai essayé de me dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ces livres qui leur fait du bien? J'ai compris, j'ai assumé, et j'en suis heureux. Et ça me touche, en fait, si ça aide les gens. Et finalement, j'arrête la fausse modestie, j'arrête de m'abriter derrière l'idée que je ne suis pas thérapeute, que je ne suis pas chaman, que je suis juste un auteur. Et je comprends, en fait, que, oui, j'assume des questions existentielles,
Je vais chercher dans la science, dans les neurosciences, dans la psychothérapie, dans la psychanalyse. Je ne suis pas que philosophe, je vais chercher des choses. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut en faire dans la vie. Donc, bah oui, en fait, j'assume et je suis très heureux et je reçois cette gratitude avec gratitude. Donc, j'ai changé. Voilà. Qu'est-ce qui a motivé cette série des 4 livres là, dont tu nous as parlé ? On a l'impression que c'est cohérent. En fait, c'est juste le hasard. Aujourd'hui, on dirait une quadrilogie que j'ai pensée à l'avance. Hein. Les vertus de l'échec, la confiance en soi, la rencontre, vivre avec... En fait, pas du tout. Ça ne s'est pas fait comme ça. Les vertus de l'échec, ça a commencé par hasard, parce que j'intervenais avec un neuroscientifique, Pierre-Marie Liédo, dans une conférence. Et lui, il parlait de la vertu de l'erreur du point de vue neuronal. Et ça a lancé un truc, et je me suis mis à faire plein de conférences sur le sujet. Et je suis devenu un peu monsieur échec. Donc à un moment, j'en ai fait un livre. C'est même Guillaume Allary qui m'a dit, mais en fait, tu parles de ça depuis des années, pourquoi t'en ferais pas un livre ? J'avais même pas eu l'idée. Donc ça a commencé comme ça. Après, la confiance en soi, c'est parce que je me suis retrouvé avec mon métier de prof. À un moment, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais en fait, tous les profs devraient se dire que leur métier, c'est de transmettre des savoirs, des compétences que pour 50%. Et que quand on a en face des gens de 14 ans, de 15 ans, de 17 ans, que la beauté du métier, c'est de leur donner confiance. Donc du coup, c'était pas du tout la suite de l'autre livre, c'était par rapport à mon métier de prof. Ensuite, la rencontre, c'était l'effet confinement. Et finalement, vivre avec son passé, c'est notamment parce que j'ai rencontré ma compagne actuelle qui travaille beaucoup là-dessus, et aussi parce que je me suis intéressé aux découvertes sur le cerveau. Et finalement, les livres se sont enchaînés, et il s'avère dessiner une quadrilogie cohérente, presque qui se suivent en fait. Et parce qu'aussi, dans l'ordre de l'écriture, comme j'écris après, j'ai le livre d'avant en tête. Mais c'était pas pensé, ni anticipé. C'était plutôt les rencontres de la vie, quoi. C'est quoi ton processus d'écriture ? De galérer. Non, c'est vrai que moi, j'ai 2 caractéristiques. Ça vient très bien et c'est souvent insatisfaisant. C'est-à-dire que j'ai jamais de problème de page blanche. J'ai trop de trucs en moi, je parle tout le temps, je fais des conférences toute la journée. Donc, quand je me mets devant mon écran, ça vient tout le temps. Donc c'est facile, mais c'est souvent très insatisfaisant. Je ne suis pas satisfait. Du coup, je retravaille beaucoup, comme je le disais tout à l'heure. Et à un moment, j'ai un truc en tête et je veux y arriver. C'est-à-dire que je vois ce que ça peut être et je refais la page, le chapitre, jusqu'à ce qu'il y ait cette simplicité apparente, que ce soit implacable, qu'il y ait la référence philosophique, l'exemple, qu'il y ait un peu que ce soit écrit correctement et que ça marche, quoi. Je parle de ces livres-là, parce qu'après, j'ai fait d'autres livres très différents. Hein. Ouais. Quand j'ai écrit mon roman La Joie, je suis sur un autre terrain beaucoup plus littéraire, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que mon processus, il est double. Il y a ce côté où c'est facile, et après, de l'insatisfaction, et beaucoup de retravail, et beaucoup de travail avec Guillaume Allary, mon éditeur, qui est impitoyable avec moi. J'ai l'impression pire encore qu'avec les autres, parce qu'on se connaît depuis qu'on a 12 ans, et qui me met un niveau d'exigence assez faramineux. Lui, il aime... Il faut qu'on passe comme ça d'une ligne à l'autre, d'un chapitre à l'autre, d'un paragraphe à l'autre, d'une manière implacable, quoi. Donc voilà. Et comment le processus de la première ligne à la dernière, tu vois ? Est-ce que un jour, tu te réveilles, tu te dis j'ai envie d'explorer le passé et tu commences une phase de recherche, ou au contraire, est-ce que tu te mets à commencer tout de suite ? Enfin, je serais assez curieuse de savoir comment tu approches, en plus avec des différentes activités, l'écriture d'un bouquin qui est, on le sait, je crois qu'il y a un lieu de gestation qui est l'oralité pour moi. Et c'est d'ailleurs un problème parce que l'oralité, c'est pas l'écrit. Et dans l'oralité, je suis très circulaire. Donc je fais des conférences beaucoup ou des cours, mais qui sont pas linéaires. Il n'y a pas un plan très linéaire. En fait, j'ai une idée, je tourne autour et je reviens dessus de manière circulaire par itération successive. À l'écrit, ça marche pas du tout. C'est aussi pour ça que j'ai du mal parfois. Quand j'ai beaucoup parlé d'un sujet et que j'en fais un livre, parce que le schéma circulaire ne marche pas dans la construction d'un essai. Mais donc, pour te répondre, il y a un moment où un thème s'impose, parce qu'il traverse tous les autres thèmes. Donc, je parle d'intuition, d'imagination, de relations humaines, d'être ensemble, d'admiration. Et en fait, tac, la thématique de l'héritage, elle traverse tout. Et à un moment, elle s'impose, et j'en fais un livre. Elle est le sujet qui me travaille à un moment. Et je sais pas pourquoi, mais du coup, comme je fais beaucoup de conférences, je l'entends en fait. Et puis ça, je vais vers un truc, et à un moment, j'ai dit, il faut peut-être que j'y réfléchisse vraiment.
Donc j'ai l'impression que moi, c'est que le fait de beaucoup parler, c'est presque un peu comme sur le divan. Ça fait émerger un thème. Et après, je décide de m'y atteler. Je fais des recherches, je fais une enquête, je lis plein de livres. Voilà. Là, j'adore faire à la fin d'un livre la liste des livres qui ont fait ce livre et de payer ma dette. Et là, franchement, sur celui-là, très grosse dette à Jean-Louis Monestès, un psy qui a écrit Faire la paix avec son passé. Très grosse dette à Georges Semprin, L'écriture et la vie. Très grosse dette à Didier Héribon, Retour à Reims. Et très grosse dette à Proust, évidemment, parce que Proust, c'est le passé présent. Et comment tu intègres l'écriture au quotidien? Comment tu organises tes journées? Dans le chaos. Pas du tout organisé. Okay. C'est quand tu peux, c'est quand tu veux? En général, ça dépend complètement où on est dans le processus. Pour lancer le livre, j'ai besoin de m'isoler et d'avoir un moment où je ne travaille pas, enfin, je ne travaille pas sur les conférences ou en tant que prof, où je suis en vacances, où je suis à la campagne, où je suis dans une maison isolée, où je suis à l'hôtel. Donc il y a un moment où j'ai besoin de couper pour sentir le livre arriver, construire le plan, finir les lectures et être vraiment calme, quoi. Mais ça, c'est juste le tout début. Quand c'est lancé et que ça commence à dérouler, que j'envoie à mon éditeur les chapitres, qu'on les retravaille beaucoup, là, j'écris tout le temps dans ma vie active. C'est-à-dire entre les conférences, entre les cours, entre mes podcasts. Là, dans ce cas, j'écris tout le temps, dès que je trouve du temps. Donc la nuit, le matin, à l'heure du déjeuner. Parfois, j'ai une journée, parfois, j'ai une demi-journée, parfois, j'ai 2 heures. En fait, souvent, on se rend compte que 2 bonnes heures, c'est comme une demi-journée. Et dans ce cas-là, quand je suis dans la phase d'écriture, j'ai hyper envie. Donc en fait, je pense qu'à ça et j'essaye d'éviter les autres activités pour voler du temps. Donc je ne vais pas déjeuner, j'écris. Je me lève plus tôt, à 5 heures, au lieu de 7 heures, j'écris. Ou alors, au lieu de sortir avec des amis, j'écris. Parce que j'ai envie, quoi. Et puis, il y a le moment de la fin, où là, il faut le rendre. Là, je l'ai décalé 3 fois, quand même. On était en retard, on était avec Guillaume Allary, pas satisfait. C'était un peu douloureux de faire ça. Et il n'était pas abouti comme je le voulais. Donc là, il y a la fin où on retrouve le truc du début. Il faut que je me réisole pour mettre le point final et que j'arrache des jours entiers, voire des semaines, pour me concentrer, quoi. Donc tout ça n'est pas très organisé, au total. C'est rassurant, on se sent moins seul. Ouais. Écoute, j'ai quelques petites dernières questions pour toi. Si jamais tu pouvais nous conseiller, alors à toi j'ai envie de te dire un livre qui t'a particulièrement touché dernièrement, aux personnes qui nous écoutent. Je suis en train de lire un livre sublime, je vais en conseiller 2. Alors il y a Laure Murat, Proust, un roman familial, où elle raconte l'histoire de sa famille, des aristos qui sont des personnages de Proust en vrai, et aussi comment son regard sur l'aristocratie a été... comment Proust l'a aidé à comprendre la vacuité de son milieu, le vide de l'aristocratie qui ne représente plus rien et qui se prend pour n'importe quoi. Et c'est très beau comme livre, c'est assez violent et c'est très bien écrit, très proustien. Mais surtout, je suis en train de lire un très beau texte littéraire sur la douleur chronique de Colin Lemoine qui porte pour titre Malgré, chez Gallimard. Alors franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un truc si bien écrit. C'est une vraie langue d'écrivain, c'est sublimement écrit. Le sujet est un peu dur, c'est la douleur chronique. C'est quelqu'un qui a mal sans savoir pourquoi. C'est la douleur chronique, voilà, c'est un problème assez répandu. Donc le sujet pourrait sembler, c'est pas un roman d'évasion, quoi. Et il raconte sa douleur chronique, ce que ça lui apprend de la vie, de l'amour, de la société, de la répétition, de l'hôpital, de la littérature. C'est un très beau livre, franchement. Okay. Malgré de Colin Lemoine chez Gallimard. Je mettrai ça dans les notes du podcast. Alors, j'ai pas de droit d'auteur, j'ai aucun intérêt à vous dire ça, je suis pas chez Gallimard. Juste, je suis tombé dessus par hasard. Enfin, il me l'a envoyé, en fait, on se connaît pas. Et franchement, c'est un style éblouissant. Ok. Voilà, malgré. Merci pour la recommandation. Et le titre est beau, en plus, malgré. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que tu aimerais entendre? Éric Fiat. Tu connais ce philosophe? Non. Philosophe, musicien, danseur, improvisateur. Il a écrit sur la pudeur, il a écrit sur le poil. Sur le poil. Ouais, il enseigne la philosophie dans un DU de médecine et de santé, quoi. Un mec super. Okay. Souvent, quand j'ai besoin d'être remplacé au débeauté parce que je sais pas, j'ai un problème physique ou je me fais opérer, il y a 2 amis philosophes et improvisateurs que je peux appeler au dernier moment, c'est Albert Moukébert et Éric Fiat.
Et ils sont incroyables. Ils me disent, mais oui, j'y vais, c'est à quelle heure, où? Ils me demandent même pas le sujet. C'est vrai qu'Albert, il est très comme ça. Ils me demandent même pas le ça. sujet. Et un jour, j'arrivais sur le billard, je me faisais opérer d'un décollement de rétine, j'avais carrément perdu la vue sur un œil. C'est pour ça que j'ai annulé. Mais comme mon public était là, je pouvais pas les prévenir. Et donc, j'appelle une amie et je dis, mais tu connais pas quelqu'un là qui peut me dépanner là, c'est dans 2 heures? Il dit, mais bien sûr, Albert Moukébert. Donc je lui envoie tout, il me dit, j'y vais et tout. Et c'était à 6h30 la conférence. Et à 6h25, j'éteins mon téléphone parce que j'allais me faire opérer. Je suis allongé, quoi. Et là, il m'envoie un message. Ouais, j'y suis, trop sympa ton public, ils sont adorables. Au fait, c'est quoi le sujet? Il était 6h28. Il commençait à 6h30. Et ben ça, j'aime. C'est les gens qui y vont, quoi, qui improvisent, qui sont dans la vraie vie, je trouve. Non, c'est très inspirant. Eric Fiat, je crois qu'Albert Moukébert, tu l'as déjà invité. Et là, je l'ai invité récemment. Invite Eric Fiat, tu verras, Okay. il est fabuleux. Il est délicieux, il est puissant et il est drôle. Ok. Écoute, je vais te poser la question signature. Je ne sais plus ce que tu avais répondu la dernière fois. On comparera pour voir si ça a évolué depuis ce nouveau livre. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie? Ah, j'avais oublié que c'était ça la signature. Prendre le pouvoir sur sa vie. De sa vie, oui. C'est vrai que les gens, souvent, l'écrivent sur sa vie. Je sais pas pourquoi, j'aime moins. Il y a un côté plus agressif. Prendre le pouvoir, ça me parle pas trop. J'ai envie de donner du pouvoir, en fait. En vrai. J'ai envie de donner du pouvoir. Mais c'est peut-être ça, avoir du pouvoir, c'est en donner. Quelle distinction tu émets entre prendre le pouvoir et prendre du pouvoir? Prendre le pouvoir, c'est la conquête, quoi. Prendre du pouvoir, ça me parle plus. C'est que ta vie t'échappe moins et qu'elle ressemble le plus possible à ce que tu as envie de vivre. J'aurais envie de relier ça à la joie, quand même. Pour moi, la joie, c'est de sentir que ta vie te ressemble, quoi. Que tu aimes ta vie, voilà. Mais j'ai un peu du mal avec le mot pouvoir, quand même. Comme c'est ta signature finale, je vais l'assumer, mais... D'ailleurs, j'ai écrit un petit livre, Qu'est-ce qu'avoir du pouvoir? Enfin, c'est pas un livre, c'est une conférence qui est sortie en livre. Et j'aime bien l'idée qu'avoir du pouvoir, c'est en donner, voilà. Il faut en avoir pour en donner, et pas le prendre pour en avoir. C'est très beau. C'est un très beau mot de fin. Merci beaucoup, Charles. Merci à toi. C'était hyper intéressant. Pour cette balade très libre. À bientôt pour un troisième, j'espère, podcast. Pour les personnes qui nous écoutent encore, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Est-ce que c'est sur tes réseaux sociaux? Évidemment, en librairie pour vivre avec son passé. Voilà. Où est-ce que tu veux qu'on les renvoie? Tout ça, c'est très bien. Soyez libres. Où est-ce que tu es le plus présent, toi? Dans mes livres, quand même. Ouais, c'est vrai. Non, t'as raison, c'est une bonne question. Si vous voulez me retrouver, c'est surtout dans mes livres que je m'exprime. Et puis, peut-être un peu sur France Inter aussi, dans mon émission Sous le soleil de Platon. Okay. Une émission que j'ai adoré découvrir ce métier et j'essaie d'y proposer des belles rencontres philosophiques. Génial. Merci beaucoup, Charles, et à très bientôt. Merci.